Alors, bonjour à toutes et à tous. Je suis Laurence Liégeois, chargée de mission politique de la ville au sein de PQNA. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau webinaire qui s'inscrit dans ce cycle de travaux sur l'évaluation des contrats de ville que PQNA vous propose. Alors, c'est un cycle dense, hein, on en a bien conscient, que nous avons conçu pour répondre aux contraintes de calendrier qui sont les nôtres et les vôtres. Et dans ce cycle, nous avons souhaité adopter une approche la plus opérationnelle possible, avec l'objectif principal de vous outiller et de vous accompagner au plus près de vos besoins dans tout le processus de l'évaluation. Alors, nous avons terminé début février ou mi-février un premier bloc de ce cycle qui portait sur le cadre évaluatif. Hein, et j'en profite pour vous signaler que l'ensemble des synthèses et des éléments travaillés dans ce premier bloc sont en ligne sur le site de Pays et Quartiers Nouvelle-Aquitaine. Et par ailleurs, nous diffuserons dans les jours qui viennent un ensemble de fiches pratiques qui reprend toute la matière qu'on a pu travailler et évoquer ensemble sur cette phase de préparation et de construction du cadre évaluatif. Donc ce document rassemble un petit peu ce qu'on pourrait considérer comme les essentiels de l'évaluation. Et vous le retrouverez d'ici quelques jours sur le site de PQNA. Alors, la séquence d'aujourd'hui aborde le thème du diagnostic territorial, un incontournable hein, de la démarche évaluative, puisque porter un regard sur les actions menées et leurs effets implique nécessairement d'observer les quartiers et de mesurer leur évolution depuis 2014. Alors, grâce à l'appui de nos partenaires, PQNA a pu lancer en 2021 une démarche, une étude d'observation sociale des QPV de la Nouvelle-Aquitaine. Attendez, excusez-moi, en même temps, je fais rentrer les gens. Donc, une démarche d'observation sociale qui visait finalement à réaliser pour le compte des territoires une partie du travail que vous avez à conduire dans le cadre de l'évaluation. Alors, sur le plan méthodologique, hein, on le sait, ce travail d'observation sociale est relativement ardu. Ça nécessite des compétences spécifiques pour accéder aux données, les traiter, en tirer des analyses. Et les territoires n'ont pas nécessairement chacun les ressources en temps ou en compétences en interne pour réaliser ce travail-là. Donc, c'est sur ce volet-là que ce travail d'observation sociale apporte quelque chose. Alors, c'est le cabinet Compa qui a été missionné pour mener ce travail d'observation sociale et donc nous avons aujourd'hui parmi nous Hervé Guéry et Samuel Fouquet qui sont aux manettes sur cette étude et qui vont animer et vous présenter un certain nombre de choses aujourd'hui. Alors, la séquence de cet après-midi, elle va se dérouler en deux grandes parties. Une première partie qui va consister pour le cabinet Compa à nous restituer les conclusions, les principales conclusions d'un travail qui a été conduit depuis septembre sur l'analyse de ces quartiers de Nouvelle-Aquitaine, des 81 QPV de la Nouvelle-Aquitaine. Donc, le cabinet Compa a réalisé une analyse typologique des dynamiques socio-économiques des territoires. Donc, ils vont nous rendre compte voilà, des enseignements de ce travail d'analyse typologique. Je précise déjà qu'il y a des livrables qu'on vous fera suivre dans la foulée de ce webinaire, notamment le rapport complet sur cette analyse typologique qui a été préparé par Compa. Donc, on vous diffusera un certain nombre de supports. Je le rappellerai au fur et à mesure du webinaire.
La deuxième partie de cette webconférence sera consacrée là pour le coup à la présentation de deux autres livrables qui sont des outils pour le coup que vous allez pouvoir vous approprier. Le premier outil, c'est un tableau de bord de données sur les QPV de la Nouvelle-Aquitaine. Donc, c'est un tableau de bord qui a été développé spécifiquement par Compa pour nous dans le cadre de cette mission et qui a vocation à accompagner le travail d'évaluation, mais plus largement aussi à fournir des clés de lecture sur les dynamiques à l'œuvre dans les quartiers. Donc, on aura voilà, une présentation de cet outil qui est prêt désormais et auquel vous allez pouvoir accéder dès aujourd'hui, en fait. Le second outil qui nous sera présenté, ce sont des diagnostics synthétiques qu'on appelle des fiches repères contrats de ville, donc des diagnostics à l'échelle de chacun des 26 contrats de ville de la région que le cabinet Compa est en train de produire. Donc là aussi, alors ils ne sont pas tous produits, hein, ils seront produits pour la fin du mois de mars, mais Samuel Fouquet vous montrera la trame de ces fiches repères pour que vous ayez une idée un petit peu de ce que ça recouvre et de ce sur quoi vous pourrez compter d'ici la fin du mois. Voilà, alors c'est une séquence plutôt descendante, mais je vous invite quand même à poser vos questions, hein. C'est important qu'on puisse échanger si vous avez des points de questionnement sur la méthode ou aussi sur mais aussi sur les analyses, sur les conclusions auxquelles le cabinet Compa est arrivé au fil de ses travaux. Donc, vos questions, bon, vous connaissez la chanson, je pense, hein. Vous pouvez soit les indiquer dans le chat, je les relayerai, mais vous pouvez aussi lever la main et vous exprimer de vive voix. C'est aussi bien sûr possible. Donc, n'hésitez pas à intervenir tout au long de cette séquence. Voilà, donc je vais tout de suite laisser la parole à Hervé Guéry, du coup, et à Samuel Fouquet, mais je pense à Hervé Guéry en premier, je pense, qui vont embrayer sur la présentation de ce travail d'analyse typologique. Hervé, tu as la parole. Ouais, bien, merci Laurence. Bonjour à toutes et à tous. Donc, ravi de pouvoir vous voir ou vous revoir. On a en effet, comme a dit Laurence, donc eu la chance de pouvoir travailler avec PQNA sur la préparation donc, de cette évaluation, puis au-delà même doter les territoires et vous, donc, dans les intercos d'outils qui peuvent vous aider à la meilleure compréhension, à la meilleure analyse des évolutions, des enjeux sur vos quartiers. Alors, peut-être au-delà de la meilleure compréhension ou de l'analyse, c'est peut-être aussi tout simplement vous faciliter la tâche et vous permettre d'éviter de passer trop de temps dans la collecte des données, dans la compilation, dans l'organisation, dans la lecture ou la structuration. Donc, on va dire à minima, ce serait ça et c'est déjà bien. Et puis, si on peut faire plus, eh bien, tant mieux. Alors, en effet, je vais vous présenter un travail qui a été réalisé, alors qui est un des multiples travaux, puisque comme tu en as parlé, Laurence, il y a bien sûr le tableau de bord, il va y avoir les fiches synthétiques par territoire, il va y avoir donc ce travail de typologie qui existe déjà, et puis il y aura pour plus tard donc un diagnostic qui sera plus étoffé, beaucoup plus problématisé, mais qui lui arrivera sans doute, on va dire au mois de septembre, octobre, enfin septembre sans doute l'année prochaine. Donc, enfin cette année 2022. On est donc dans cette dynamique-là, où on est un peu au milieu du game et on essaye tout simplement de précipiter un certain nombre de productions pour que, dans la perspective des évaluations, vous ayez le maximum d'outils. Donc, moi, je vais vous présenter un travail qu'on a réalisé à la fin de l'année dernière, qui est un travail d'analyse typologique. Alors, c'était une demande qu'il y avait, hein, est-ce que c'est possible de faire une approche typologique des territoires? Et quand on a commencé à travailler sur cette typologie, on s'est rendu compte qu'il y avait déjà eu un travail de typologie qui avait été réalisé par l'INSEE. Donc, on s'est dit, on ne va pas faire la même chose. C'est pas très intéressant de faire redondance, même si pour eux, en fin de compte, les données étaient, comment dire, le travail était déjà antérieur. Et puis, il s'est trouvé que
au mois de novembre-décembre ou d'octobre-novembre, il y a eu énormément de données qui ont été remises à jour. Et de ce fait-là, on s'est dit, tiens, tant qu'à faire une analyse typologique, autant la faire sur les évolutions. Et c'est pour ça que Laurence vous a donné le titre hein, qui intègre cet aspect dynamique, hein, longitudinal, pour essayer de comprendre ce qui se passe dans les territoires, soit entre eux, soit par rapport au territoire politique de la ville, de l'ensemble du territoire national, soit avec les intercos qui englobent les quartiers politiques de la ville. Alors, je vais donc vous présenter cet outil. Enfin, cet outil se travaille, hein, tout simplement. Et puis, écoutez, voilà, quoi, essayez de vous montrer peut-être l'intérêt qu'il a et l'illustrer à partir de quelques indicateurs. Bien évidemment, hein, l'idée n'est pas du tout de tout montrer parce que sinon, on passerait un temps fou ensemble et ce n'est pas l'objectif de passer des heures et des heures sur chacun des indicateurs retenus et sur l'analyse qu'il pourrait y avoir. Alors, peut-être simplement dire, ce document, hein, donc, il a donc, il est constitué de trois parties. Une partie, on va dire, d'ordre plus méthodo. Une partie qui est constituée des indicateurs. Alors, ces indicateurs, c'est ceux-là sur lesquels je vais m'attarder un petit peu plus dans la présentation. C'est en choisir quelques-uns, les faire parler, puis peut-être que ça nécessitera, enfin, certainement que ça nécessitera échange, dialogue, peut-être point de vue différents. Et c'est ça qui est toujours enrichissant. C'est quand on n'est pas d'accord ou quand on a des lectures différentes. Eh bien, c'est comme ça qu'on va plus loin dans l'analyse et qu'on essaye de mieux comprendre ce qui se passe. Et puis enfin, il y avait donc toute la partie typo pure sur laquelle eh bien, je reviendrai. Là, on est plus sur une analyse par groupe de territoires et d'essayer de faire prendre conscience que on a des territoires un petit peu partout dans la région qui se ressemblent et c'est peut-être pas forcément les territoires de la même commune ou les territoires de la commune voisine. Alors, si je commence tout d'abord par les données sur lesquelles nous avons pu travailler, on a donc travaillé essentiellement sur les bases de données qui sont celles, alors bien évidemment, du recensement de la population. Hein, je ne l'ai pas dit, mais voilà, on a quand même énormément de données qui viennent du recensement de la population. Alors, je vais grandir un petit peu voilà, mon tableau. Donc, on a pas mal de données qui nous viennent du recensement de la population, mais on a aussi des données, bien sûr, qui viennent de philosophie, qui viennent de la base permanente des équipements. Donc, la base permanente des équipements, hein, c'est un outil qui nous permet de pouvoir avoir accès à tout ce qui peut être établissement, donc entreprise, commerce, activité. Alors, pas toutes les entreprises, hein, mais plutôt celles qui sont de service. Et puis, on va avoir aussi les gymnases, les écoles, enfin, voilà, les cinémas, tout ce qui peut être espace, la poste, des mairies annexes ou autres. Donc ça, c'est un outil qui est super, qui est maintenu à jour et qui nous permet par territoire de pouvoir faire apparaître ce qu'il y a dans les quartiers. Je ne sais pas moi, est-ce qu'il y a des boulangeries dans les quartiers? Est-ce qu'il y a des bureaux de tabac? Est-ce que voilà. Philosophie, je suis allé très vite, mais c'est tellement évident pour moi, mais sans doute pas pour tout le monde. Philosophie, c'est un super outil qui existe maintenant depuis quelques années, qui en fin de compte s'appuie sur, alors en tant que citoyen, vous avez peut-être déjà entendu parler de ça, c'est un outil qui croise le fichier des impôts, le fichier de la CAF, le fichier des caisses d'assurance maladie, le fichier de Pôle emploi, etc. Donc, ce super fichier permet en fin de compte, en croisant toutes ces informations, d'avoir une vision la plus fine possible sur ce qui fait revenu d'un ménage. Bon, vous savez sans doute aujourd'hui que la CAF elle est capable de vous calculer sans forcément avoir une déclaration qui est faite par vous, votre potentiel, enfin votre revenu CAF, votre quotient CAF. Donc, de ce fait-là, c'est bel et bien parce qu'elle récupère des données à gauche, à droite et qu'elle les agrège et qu'ensuite, eh bien, elle les remet au niveau d'un individu, là en l'occurrence d'un allocataire, et puis elle vous les restitue pour vous permettre éventuellement d'avoir accès à des droits ou à des tarifications spécifiques pour vos enfants, par exemple, dans le cadre des différents services qui peuvent leur être offerts de la petite enfance jusqu'à, pourquoi pas, de l'activité loisir ou autre. Donc ça, c'est le fichier philosophie. Donc, c'est un outil qui nous permet notamment d'avoir un des indicateurs qui est vraiment très important, c'est celui du niveau de vie médian. Ce qu'il faut savoir, c'est que si j'ai bien compris, hein, si après des échanges avec des gens au niveau du ministère, il semblerait que l'indicateur unique qui avait été retenu en 2014 soit celui qui resterait actif sur les années à venir, pour la détermination des nouveaux territoires. Il y a de fortes chances, en tout cas, qu'on change quand même d'indicateur, puisqu'on avait à l'époque ce qu'on appelait les ménages à bas revenus.
Et donc, on était sur des indicateurs autour d'une partie des revenus seulement, hein, pas tous les revenus. Et là, on basculerait certainement sur le niveau de vie des carreaux, en l'occurrence, hein, puisqu'on resterait sans doute sur le carroyage. Et donc, de ce fait-là, ce serait un indicateur un petit peu différent, puisque, inévitablement, quand on intègre d'autres sources de revenus, bien, on fait changer un peu la perception de ce que peut être un bas revenu ou un seuil de pauvreté. Bien évidemment, si on intègre les revenus sociaux, par exemple, eh bien, le niveau de vie des ménages les plus pauvres n'est plus le même. Et fort heureusement, notre système de protection sociale sert à quelque chose, et notamment à combler les manques pour les populations les plus pauvres. Après, on a aussi des données donc, qui nous viennent de la CNAF, de Pôle emploi. Et puis, on a utilisé aussi le RPLS qui maintenant est travaillé, mis à disposition avec des données très intéressantes auprès comment dire, au niveau des quartiers politiques de la ville eux-mêmes. Donc, c'est vraiment quelque chose de très riche. Donc, on est parti de ces indicateurs-là, puis on a essayé bien tout simplement de les triturer, de les organiser, de les structurer les uns par rapport aux autres. Alors, je vais vous présenter quelques exemples pour que vous voyez comment est-ce que cela marche. Par exemple, ici, alors, nous avons, vous avez donc sur la partie droite de votre écran, eh bien, le nombre d'habitants par quartier. On va retrouver d'un côté tout un quartier qui comprend aujourd'hui, alors vous voyez, hein, ils sont triés par ordre d'habitants en 2018. Alors 2018, hein, juste pour rappeler comment fonctionne le recensement de la population, c'est l'intersection ou le médian de 5 années de recensement de la population qui commencent à 2016 et qui finissent à 2020. Donc, les recensements 2019-2020, par exemple, sont intégrés dans l'année 2018. C'est un peu compliqué, mais c'est juste pour rassurer par rapport à l'ancienneté des données et puis à l'aspect péremption, même si on est conscient qu'il se passe des choses en continu, mais on n'a pas de solution pour aller plus vite. Voilà, il n'y a aucune autre possibilité, si ce n'est de croiser votre expertise, votre analyse. Ça me permet comme ça de dire tout de suite sur cette question de la date que toutes les données qui vous sont présentées ici, elles sont intéressantes parce qu'elles vont permettre de lancer débat, lancer échange, lancer discussion, mais elles ne seront jamais la vérité en tant que telle, puisque bien évidemment, si sur un quartier, il y a eu du renouvellement urbain, s'il y a des logements qu'on arrête de peupler ou tout simplement qu'on dépeuple pour pouvoir les détruire en 2023, par exemple, eh bien, les données qu'on vous donne ici, elles ne sont pas fiables. Et c'est justement ça qui est intéressant, c'est d'avoir des données et puis, bien évidemment, de les croiser avec votre perception, votre connaissance, votre observation du territoire. Et c'est là que la donnée, elle est aidante, mais la donnée n'est en aucun cas une vérité parfaite, exhaustive, mais simplement, quand je vous dis qu'il y a 11 500 habitants sur le secteur Saint-Michel, voilà, je sais d'avance qu'on n'est pas à 6 000 habitants ou qu'on n'est pas à 22 000. Quoi, voilà. Donc, c'est sûr qu'on est peut-être à 11 800, on est peut-être à 11 200, mais en tout cas, on est vraiment dans cette fourchette-là et c'est quand même une information extrêmement intéressante par rapport aux autres valeurs qu'on a sur les autres territoires. Donc, ce qu'on peut observer ici, c'est qu'on vous a mis, puisqu'on ne pouvait pas mettre tous les quartiers dans le tableau, mais vous verrez, tous les quartiers, vous les retrouvez un petit peu plus loin dans le document. On a fait le choix d'avoir, par exemple, les 10 quartiers politiques de la ville. Ici, c'est la partie orangée, donc qui ont les populations qui sont les plus importantes. Et puis, enfin, en bas, vous avez les 10 quartiers politiques de la ville qui ont les populations les plus faibles, avec, on le voit, par exemple ici, les Capucins ou le Petit Marseille. Eh bien, c'est deux quartiers qui, a priori, se pourrait que si on reste sur le nombre de 1000 habitants, eh bien, soit un petit peu limite. Alors, 995, j'ose espérer qu'on aura un petit peu d'intelligence et qu'on ira à transformer ça à 1000. Mais bon, voilà, en tout cas, on voit bien qu'on est sur des quartiers qui, à l'exception de ces deux-là, en tout cas, répondent tous ou juste, pour le quartier Barthez, on est juste à 1000, répondent vraiment pile poil aux exigences ou sont au-delà, bien sûr, des territoires politiques de la ville. Ce que je voulais juste vous montrer aussi, c'est que sur le bas de chacun des indicateurs qu'on a retenus, c'est d'avoir, on a un système de comparaison qui vous met, par exemple, ici, la valeur pour l'ensemble des quartiers politiques de la ville de la Nouvelle-Aquitaine. Donc, on sait qu'on a aujourd'hui 18 750, enfin, aux dernières données connues, 208 750 habitants dans l'ensemble des quartiers politiques de la ville de la Nouvelle-Aquitaine. On en a 4 829 000 pour l'ensemble des QPV français. Et puis, on a 5 979 000 habitants sur la Nouvelle-Aquitaine et puis nos 64 900 000 habitants, 850 000 habitants pour l'ensemble de la France. Donc, vous avez comme ça des éléments de comparaison. Je m'arrêterai juste sur le
plus 0,7, là, qui est vraiment très intéressant, puisqu'en gros, depuis qu'on fait de l'observation, systématiquement, on avait une logique dans les quartiers politiques de la ville qui était de dire ben, les quartiers politiques de la ville se dépeuplent. Alors, ils se dépeuplaient essentiellement parce qu'on ne construisait pas forcément dans les quartiers politiques de la ville, donc on n'avait pas d'extension en nombre de logements, donc derrière, il n'y avait pas de nouveaux ménages qui pouvaient arriver dans les quartiers, ou très peu, hein, ça dépendait des territoires, mais dans la quasi-totalité, on était plutôt dans une stagnation du nombre de logements, voire même depuis quelques temps, et depuis le milieu des années 2000, on avait, avec le renouvellement urbain, de la destruction de logements, et puis qui a pu se traduire sur un certain nombre de quartiers déjà par de l'apparition de nouveaux logements, mais pas forcément toujours en même nombre que ce qui avait pu être détruit. Et puis, surtout, on avait la diminution du nombre de personnes par logement qui contribuait à faire baisser le nombre d'habitants. Donc, de manière très humoristique, moi, ça m'arrivait de dire, bah, écoutez, voilà, la politique de la ville, c'est simplement une question de temps. Au rythme où ça va, dans un siècle ou deux, on n'aura plus d'habitants dans les quartiers puisque ça baisse continuellement. Donc, la politique de la ville, c'est juste une question de patience. Pour autant, ce qu'on observe ici, c'est que bah, c'est reparti à la hausse. Et là, c'est quelque chose qui est très intéressant puisqu'on va le recroiser avec d'autres indicateurs pour essayer de comprendre ce qui se passe dans les quartiers et pourquoi, à nouveau, on a un accroissement du nombre d'habitants qui, bien sûr, peut être dans certains territoires complètement liés au renouvellement urbain, c'est-à-dire qu'on a détruit, puis comme on repeuple, bah, inévitablement, le nombre d'habitants augmente. Mais globalement, ce qu'on peut quand même penser, c'est qu'entre les territoires où on est en train de stopper le peuplement et les territoires où on repeuplait, on aurait pu trouver une forme d'équilibre et continuer à avoir une baisse. Là, en l'occurrence, on a à nouveau une hausse. On cherchera à comprendre un petit peu plus loin pourquoi. Donc là, voilà, vous avez ici donc, un indicateur hein, qui est celui du nombre d'habitants tout bêtement. Et vous allez retrouver là, tout bêtement, les évolutions que vous avez dans les territoires politiques de la ville, pour les territoires pour lesquels, en pourcentage, on a eu une augmentation de la population. Donc là, vous allez retrouver tous les quartiers, avec à la fois le nombre d'habitants, puis à la fois l'évolution hein, du nombre d'habitants. Alors, c'est sûr que des fois, on peut avoir de grosses évolutions, mais sur des petits effectifs, hein, donc ce n'est pas forcément tout aussi pertinent que des évolutions peut-être un petit peu plus faibles sur des plus gros effectifs. Et puis, vous allez avoir de l'autre côté les territoires qui, eux, ont perdu de la population. Donc, vous voyez, alors on en a un petit peu moins, mais vous avez ici hein, tous les quartiers sur lesquels on a perdu de la population. Donc, voilà comment est-ce que se présente ce document. Donc là, j'ai pris juste le peuplement pour essayer d'y voir un petit peu plus clair, mais on va pouvoir aller chercher d'autres informations sur d'autres indicateurs. Alors, par exemple, un des indicateurs qui est vraiment très important dans les quartiers politiques de la ville, parce qu'il change la vision qu'on a des territoires, et c'est pour cela qu'on l'a choisi avec les collègues. Alors, je tiens à remercier hein, les collègues qui ont bossé là-dessus, dont Samuel, hein, mais qui ont pu réussir à un peu ce pari d'organiser toute l'information au niveau de tous vos quartiers et puis de vous la restituer comme ça de manière la plus concentrée, puis la plus simple possible d'usage et puis la plus aidante, j'espère. Ce que vous observez, par exemple, ici, c'est donc la part des logements composés d'une seule personne. Alors attention, hein, ça ne veut pas dire la part de la population qui vit seule. C'est simplement la part des logements occupés par une personne. Si vous avez une personne dans un logement, ça fait un. Par contre, si vous avez une famille avec 6 personnes dans un autre logement, ça fait 6 personnes qui ne vivent pas seules. Donc, il est clair que c'est bien la part des logements. Et ce qu'on observe, par exemple, sur le secteur Saint-Michel, mais j'imagine que pour les Bordelais, ça ne les surprendra pas, c'est là qu'on a la plus grosse part d'habitants, de logements pardon, occupés par une personne seule, puisque c'est quasiment 70%, c'est 68,7% des logements de Saint-Michel qui sont occupés par un adulte isolé. Quoi. Et quand je dis isolé, c'est pas de conjoint, pas d'enfant, vraiment une personne seule. Ce qu'on observe, c'est globalement, vous voyez, on a une dizaine de quartiers qui sont entre 60 et 70%, donc ils sont pas loin des 2 tiers, hein, pas loin des 2 tiers des logements qui sont occupés par une personne seule. On va retrouver, par exemple, ici, on voit le Sablard ou les Coutures sur le secteur de Limoges. De l'autre côté, on a des territoires sur lesquels eh bien, on a une proportion plus faible, hein, par exemple des quartiers qui vont être un peu plus familiaux, hein, Montanou par exemple, où on a seulement 23% des logements qui sont occupés par une personne seule, et puis ça peut aller Grand Caillou, 34%, un tiers des logements occupés par une personne seule. C'est vraiment quelque chose qui me semble important à partager avec vous, parce qu'en fin de compte, la représentation qu'on a en général des quartiers politiques de la ville, c'est une représentation de territoires familiaux avec beaucoup d'enfants, etc. Mais en réalité, on a des quartiers qui sont avec énormément de personnes seules. Alors, juste pour comparer par rapport au niveau, par exemple, de la Nouvelle-Aquitaine ou de la France, vous voyez que sur l'ensemble des quartiers de la Nouvelle-Aquitaine, c'est pas loin de 40% des logements occupés par une personne seule, 38,9, allez, on va dire 39%. On a pas loin de 4 logements sur 10 qui sont occupés par une personne seule. Mais sur l'ensemble de la Nouvelle-Aquitaine, c'est un petit peu plus d'un tiers.
Et en France, c'est aussi un petit peu plus d'un tiers. C'est-à-dire que globalement, la part des logements occupés par une personne seule dans nos quartiers politiques de la ville en Nouvelle-Aquitaine, elle est supérieure à ce qu'on observe au niveau national ou ce qu'on observe au niveau régional. Ce qui n'est peut-être pas forcément toujours la représentation qu'on peut avoir tous ensemble, et qui d'ailleurs, on le verra, peut être à un moment donné paradoxal avec un autre indicateur que je présenterai sur l'évolution du nombre de personnes par logement. Alors, moi, je trouve très intéressant cet indicateur. Pourquoi? Parce que quand on creuse un petit peu plus loin qui sont ces personnes seules, imaginez, par exemple, en Nouvelle-Aquitaine ou en France métropolitaine, qui sont les personnes seules? Eh bien, tout simplement, en population générale, on va dire, eh bien, ce qu'on observe, c'est que les personnes seules, ce sont des personnes âgées et des étudiants. Alors, en plus, c'est très intéressant parce que, alors, mesdames, bouchez vos oreilles parce que sinon, voilà, vous allez prendre, voilà, ça va, vous allez être heureuses. Mais globalement, ce qu'on observe, c'est que les étudiants sont très majoritairement des étudiantes, donc des jeunes femmes. Et quand on prend les personnes âgées, ben, très majoritairement, ce sont des femmes. Alors, pourquoi? Alors, bon, manifestement, on réussit moins bien à l'école. Voilà, ces temps-ci, c'est quand même très, très largement, et c'est impressionnant, la réussite universitaire, c'est plutôt au féminin, et de très loin. Donc, on a un package de personnes isolées qui sont des femmes qui vivent seules dans leur logement et essentiellement dans les grandes villes. Et puis, de l'autre côté, on va retrouver des femmes âgées, isolées, tout bêtement parce que nous, les hommes, petits êtres fragiles, c'est nous, et on décède un petit peu plus vite que vous. Et donc, résultat, eh bien, on vous laisse seul très longtemps. Puis, comme en plus, on est marié avec des femmes qui sont plus jeunes que nous, forcément, comme on part plus vite, enfin, etc., etc., vous vous retrouvez avec beaucoup de personnes âgées isolées. Donc, c'est intéressant parce que quand on analyse d'un petit peu plus près cet isolement dans le logement, qui ne veut pas dire isolement social, hein, je peux très bien être, dis n'importe quoi, vivre en couple et faire la gueule à quelqu'un d'autre, à la personne avec qui je vis, et résultat, être vraiment très isolé, et vivre tout seul dans mon logement et avoir un réseau exceptionnel. Donc, on ne parle pas là d'isolement social, on parle simplement d'isolement dans le logement. Eh bien, ce qu'on peut dire, c'est que dans nos quartiers, on a très peu d'étudiants, on n'a pas encore beaucoup de personnes âgées, et pour autant, on a une proportion de personnes isolées plus forte. Donc, ce qui est complètement paradoxal et qui ne correspond pas du tout à l'imagination ou à l'imaginaire ou à la représentation qu'on aurait pu avoir. Ce ne sont pas les mêmes personnes isolées qu'on a dans les quartiers que ce qu'on observe à l'extérieur des quartiers. Et puis, en plus, quand on analyse un petit peu plus près, on se rend compte que les personnes isolées sont d'ailleurs dans un certain nombre de quartiers majoritairement des hommes et minoritairement des femmes, alors que ce que je viens de vous expliquer, c'est qu'en fin de compte, les personnes isolées sont plutôt des femmes. Donc là, il y a vraiment des éléments hyper intéressants parce qu'à partir de là, on peut commencer à se dire, tiens, dans nos programmations, dans nos orientations, on a mis quoi sur les hommes isolés? Elles sont où les actions qu'on a développées? Quel type de projet on monte? Voilà, alors là, je ne suis pas pour défendre la place des hommes dans les quartiers, mais simplement dire à un moment donné, est-ce qu'on a vraiment pensé à cette évolution de la société? Est-ce qu'on a vraiment pris en compte cette question des hommes isolés? Donc là, c'est un enjeu qui est important. Donc, voilà, l'occasion d'y réfléchir. Et je trouve que sur cette question, par exemple, de l'isolement, on pourrait tirer ça un petit peu par plusieurs bouts, plusieurs portes, et puis essayer de voir s'il n'y a pas des choses en termes d'opérationnalité, en termes, pourquoi pas réfléchir à un moment donné à la colocation, pourquoi pas essayer de trouver des solutions, enfin j'en sais rien, du parcours résidentiel pour les seniors, enfin voilà, il y a plein de choses qui peuvent être intéressantes à mettre en œuvre, qu'il faudrait réfléchir, je pense, par rapport à cette question liée à l'isolement. Derrière, vous allez retrouver ici, par exemple, un petit graphique qui vous présente, donc c'est un nuage de points, qui va vous présenter, alors je vais réduire un peu pour qu'on voit tous les points. Donc ici, vous avez bien chaque quartier qui est, alors excusez-moi, je vais revenir en arrière parce que là, je fais une bêtise. Vous allez donc avoir ici un nuage de points qui représente tous les quartiers de politique de la ville de la Nouvelle-Aquitaine. Vous avez ici un axe central qui, en fin de compte, représente la valeur des quartiers politiques de la ville français en général. Donc ici, globalement, on est autour de 33 ou 34% des quartiers qui se retrouvent avec un nombre la part des personnes en situation d'isolement, enfin voilà, plutôt la part des logements occupés par une personne seule. Donc vous avez ici donc l'axe, et puis vous avez ici, est-ce que en termes d'évolution, on est plutôt en négatif ou est-ce qu'on est plutôt en positif? Est-ce qu'on est plutôt en forte augmentation ou est-ce qu'on est plutôt en baisse par rapport au nombre de logements occupés par une personne seule? Il n'y a pas de problème, le quart nord-est que vous avez ici de votre graphique, qui correspond à la fois à une progression forte du nombre, enfin une progression en tout cas, du nombre de logements occupés par une personne seule, et
avec une surreprésentation en comparaison de ce qu'on observe sur l'ensemble des quartiers de la France métropolitaine, eh bien, des quartiers politiques de la ville, eh bien, ce qu'on a, c'est qu'ici, en Nouvelle-Aquitaine, beaucoup de logements occupés par une personne seule, beaucoup plus que dans les autres quartiers politiques de la ville de France, et puis surtout une augmentation qui est aussi assez significative. Hein. On peut voir les espaces où ça baisse et où on est en proportion plus faible, ils sont très faibles, ils ne sont pas nombreux, et les quartiers politiques de la ville sur lesquels eh bien, on est au-dessus de la situation nationale, mais on est en baisse, c'est pareil, ils ne sont pas non plus très nombreux. Alors après, on a des situations un petit peu particulières sur lesquelles bien, il faut essayer de comprendre, analyser, etc. Donc voilà un exemple, par exemple, de ce que, enfin, un exemple donc de ce qui ressort de ce travail sur les personnes seules. Alors bon, on pourrait comme ça l'illustrer aussi, vous l'aurez sur les familles monoparentales, mais je ne vais pas m'attarder là-dessus. Vous allez retrouver des choses, par exemple, sur la pauvreté. Vous avez ici les taux de pauvreté qui peuvent être les plus importants. Alors ça, c'est les familles monoparentales, excusez-moi. Hop, voilà, j'arrive ici sur la pauvreté. Donc, alors non, là, on est sur les immigrés. Excusez-moi, j'y arrive, voilà. On est ici sur la pauvreté. Vous avez donc ici la situation de la pauvreté. Donc là, on est au seuil de 60% et on va voir, par exemple, là, c'est le secteur des Portes Ferrées, donc, et puis du Val de Laurence Sud, donc là, deux quartiers de Limoges, sur lesquels on a les taux de pauvreté les plus forts hein, par rapport à l'ensemble des quartiers de la Nouvelle-Aquitaine. Et puis, on l'observe aussi hein, pour un certain nombre de ces quartiers, des évolutions assez significatives donc en proportion. Et puis en pourcentage, et puis vous avez ici les territoires sur lesquels on a les taux de pauvreté les plus faibles, hein, qui peuvent être autour d'un tiers à peu près de la population, jusqu'à 36%. Voilà, vous avez ici donc les situations. Juste, peut-être par rapport à la comparaison vis-à-vis des autres territoires, si je zoome un petit peu dessus, ce qu'on observe là, vous voyez, c'est que dans nos quartiers politiques de la ville, on est passé de 41,6% en moyenne hein, sur l'ensemble de mes quartiers politiques de la ville en 2012 et en 2018, on se retrouve avec 45,3%. Donc, une progression en points. Donc là, en points, ça veut dire c'est indifférence, hein, 45,3 moins 41,6, ça me fait 3,7. On a gagné 3,7 points de plus, c'est-à-dire 3,7% de la population en plus hein, qui rentre dans le cadre de la pauvreté dans les quartiers, alors que sur l'ensemble des quartiers politiques de la ville, on est à plus 0,6, mais on est en progression aussi. Hein. Sur la Nouvelle-Aquitaine, on est à plus 0,3 et puis on sera à moins 0,3 au niveau national. Donc voilà, ça nous permet comme ça d'avoir aussi une vision en disant, bah oui, dans nos quartiers politiques de la ville, bah, la pauvreté s'est accrue plus fortement qu'ailleurs. Et puis, on a des territoires hein, sur lesquels on va retrouver vraiment une pauvreté même qui a fortement progressé, hein, même dans nos quartiers où les taux étaient plus faibles. Hein, on voit ici, à Beaudésert, par exemple, on a gagné quasiment 2 points hein, de pauvreté sur la période, mais on en a gagné 10 hein, en proportion sur le Val de Laurence Nord, par exemple. Donc, c'est sûr que la question ici sur l'augmentation de la pauvreté, elle est liée aussi à la question du peuplement qui est rentré, voilà, qui est parti. Ça, on en est conscient, hein, mais c'est aussi ça qui est intéressant, c'est comment est-ce qu'on est capable d'avoir une lecture par rapport à ça. Puis, bien évidemment, ici, hein, vous avez donc une vision de l'ensemble des quartiers avec là où on peut être au-dessus de la représentation nationale, là où on est en dessous, là où la progression est très forte, là où la progression est plus faible, voire une diminution hein, de la pauvreté. Et comme ça, bah, vous avez la vision de tous les territoires. Je vais poursuivre juste par 2 ou 3 indicateurs. Peut-être que je vais, parce que j'ai déjà beaucoup parlé, je vais peut-être aller plus rapidement que ce que j'avais prévu. Vous avez ici un indicateur qui est vraiment fondamental, puisqu'il rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, notamment sur la part des logements occupés par une personne seule. C'est globalement le nombre de personnes que vous avez par ménage. Donc, en gros, par logement occupé, combien j'ai en moyenne de personnes. Quoi. Et on voit par exemple que sur le secteur de Montano, qu'on avait déjà repéré hein, tout à l'heure, qui était déjà ressorti, on est à 3 personnes par logement en moyenne. Donc, on est vraiment sur une structure familiale. Et puis, ce qui est vraiment impressionnant, c'est le plus ici. Hein. Vous voyez, on est passé de 2,5 à 3. Puis d'ailleurs, si vous regardez hein, dans mes territoires où les volumes sont importants, on est quand même sur beaucoup de plus. Mais si vous regardez même dans les territoires où comment dire, la part des personnes par logement est faible, eh bien, vous êtes quasiment à chaque fois sur du plus, quoi, même à chaque fois sur du plus. C'est-à-dire que ce qu'on observe, c'est qu'en fin de compte, le nombre de personnes par logement ne cesse de s'accroît. Quoi. On a de plus en plus de personnes par logement. Ce qui
revient à boucler par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur le nombre d'habitants, mais aussi ce sera en lien avec le nombre de logements occupés par une personne seule. C'est-à-dire si je prends par rapport au nombre d'habitants, ce qu'on observe, c'est que le nombre d'habitants a recommencé à augmenter, mais c'est aussi par le fait qu'on est reparti sur de la cohabitation à l'intérieur des logements, c'est-à-dire de plus en plus de personnes dans les logements. Alors, cohabitation peut être liée au fait que des jeunes n'arrivent plus à partir compte tenu du coût du logement, par exemple, et ils restent beaucoup plus longtemps dans le domicile familial, donc ça contribue à augmenter le nombre de personnes par logement, mais c'est lié aussi au fait qu'on a de plus en plus voilà, de familles un peu nombreuses, qu'on avait peut-être moins connu sur les décennies passées et qui recommence à progresser dans les territoires. Il peut y avoir plein d'explications, y compris d'ailleurs de la cohabitation de familles ou des solidarités de familles les unes par rapport aux autres. Ce qui fait que, par exemple, par rapport à l'ensemble des quartiers politiques de la ville de France métropolitaine, on voit que globalement, on a une petite augmentation, mais on a une augmentation. Sur la Nouvelle-Aquitaine, on a plutôt une diminution du nombre de personnes par logement. Alors, vous allez me dire, le moins 0,1, ce n'est pas grand-chose. Si, c'est très important, le moins 0,1 par rapport au nombre de millions de ménages qu'il peut y avoir en Nouvelle-Aquitaine. Vous voyez tout de suite ce que ça représente en nombre de personnes derrière, si vous rajoutez 0,1 par logement. Et puis, sur la France métropolitaine, on est aussi en baisse. Ça veut dire que dans nos quartiers politiques de la ville, contrairement à la dynamique nationale, on commence à avoir un phénomène différent de ce qu'on observait avant, c'est-à-dire à nouveau une progression du nombre de personnes par logement, ce qui aussi veut dire, alors ça c'est le côté complètement paradoxal de ce que je vous présente, c'est que d'un côté, on voit de plus en plus de personnes seules, et de l'autre, on voit de plus en plus de personnes par logement, ce qui paraît complètement incongru et impossible. Eh bien si, c'est ça qui est un peu paradoxal, c'est qu'en fin de compte, dans notre société française, on a globalement trois blocs. Vous avez le bloc des personnes isolées, qui ne cesse de s'accroître. Vous avez le bloc des familles, ménages avec enfants, qui ne cesse de diminuer. Et puis au milieu, vous avez les couples sans enfants. Les couples sans enfants, c'est vraiment la catégorie de ménage qui progresse très fortement. En plus, c'est une catégorie de ménage très intéressante parce que ce sont souvent des quinquas, sexas, septuagénaires, octogénaires même de plus en plus. En fin de compte, ce sont des personnes qui ont eu des enfants, mais dont les enfants sont partis. Donc, ils se retrouvent en couple sans enfants. Et ces catégories de ménages sont les ménages les plus aisés de nos territoires. De loin, c'est les ménages sur lesquels on a les taux de pauvreté les plus faibles et les niveaux de vie les plus forts. Eh bien, quand on analyse dans nos quartiers politiques de la ville, on a beaucoup de personnes seules. On a beaucoup de ménages avec enfants, mais on n'a quasiment personne en couple sans enfants. Et ça, c'est la caractéristique des quartiers politiques de la ville par rapport à ce qu'on peut observer sur d'autres territoires. Et donc, notamment, c'est aussi la conséquence logique du fait d'avoir beaucoup de familles monoparentales. Et là, quand les enfants partent, eh bien, en fin de compte, ce n'est plus des couples qui restent, c'est une personne seule. Et puis aussi d'avoir beaucoup de personnes seules qui sont d'âge actif, et notamment d'hommes. Ben, c'est pareil, je veux dire, avec le temps, ben, ils ne deviennent pas des couples sans enfants à 50 ans ou à 60 ans. Ils pourraient, si on arrivait à faire du rapprochement. Mais bon, c'est peut-être un autre boulot, une autre fiche action. Enfin, vous pourrez toujours voir dans vos projets si ça passe ou pas. Mais en tout cas, vous avez là une particularité, c'est l'absence de couples sans enfants dans nos quartiers politiques de la ville, ce qui fait que ce paradoxe fait qu'on a de plus en plus de familles avec beaucoup d'enfants, et puis on a de plus en plus de personnes seules. Et l'enjeu, c'est comment on réussit à faire vivre tout ça. Quand on parle de mixité, par exemple, c'est aussi la mixité des catégories de ménages. Donc là, vous retrouverez toujours la même réalité, le nombre de personnes par logement par rapport à la situation des quartiers politiques de la ville, et puis les évolutions positives et les évolutions négatives. Peut-être ce que je voulais dire, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, mais qui pouvait être intéressant, c'est par rapport à la situation de la part des personnes seules. On voyait que nos quartiers de l'Aquitaine étaient très différents des autres quartiers de la France. Alors, pas de tous les autres quartiers de la France. Il faudrait quasiment qu'on arrive à dissocier les quartiers de la France, comment est-ce que je peux dire, provinciale, et de la France parisienne. Quand vous prenez toute l'Île-de-France, l'Île-de-France, il n'y a quasiment pas de personnes seules dans les logements. L'Île-de-France, on est vraiment, les quartiers politiques de la ville, ce sont des quartiers familiaux. Et là, bien sûr, pourquoi? C'est tout simplement l'effet du coût du logement qui est incroyable. Par contre, quand vous arrivez en province, vous avez beaucoup de logements occupés par des personnes seules. C'est la grande différence qu'on a. Et ce qui fait que parmi l'ensemble des quartiers politiques de la ville, l'Île-de-France représente un poids non négligeable. Et c'est elle qui tire vers le bas, à la fois comment est-ce que je pourrais dire, le nombre de la part des logements occupés par une personne seule, et qui tire vers le haut le nombre de personnes par logement en moyenne. Voilà. Alors bon, je ne vais pas tout reprendre sur chacun des territoires. Juste m'arrêter maintenant sur, pour essayer de respecter le timing, m'arrêter sur la typo. Donc, la typologie, en fin de compte, il y a deux typologies dans cette analyse. Il y a une première typologie qui, en fin de compte, analyse les évolutions. Alors, comme on ne voulait pas refaire ce qui avait été fait par l'INSEE, parce que ça n'avait pas beaucoup d'intérêt, on s'est dit, l'INSEE n'avait pas encore, quand ils ont fait leur analyse typologique, ils n'avaient pas encore les évolutions. Donc, nous, on va analyser plutôt les dynamiques des quartiers. À part
regarder forcément que la situation des quartiers en termes de fragilité, bien sûr, on va la regarder, mais c'est surtout en termes d'évolution de cette fragilité ou d'évolution des enjeux. Ce qui fait que, par exemple, on a donc ici sorti 5 classes. Hein. Donc, alors, les classes, c'est des groupes qu'on essaye de rendre le plus homogène possible hein, par rapport aux variables qu'on a retenues, le plus homogène possible, et puis qui se dissocient aussi le plus des autres territoires. Donc, vous avez 5 classes, vous avez 30 quartiers sur lesquels on voit, alors vous voyez, c'est pourquoi ces classes s'intitulent, enfin, comportent une logique de mouvement, un renforcement, dynamisme, augmentation. On est bien sur du mouvement, on n'est pas sur une situation à l'instant T, mais sur une analyse de la dynamique. Donc, vous avez ici renforcement de la pauvreté. Donc, c'est vraiment ce qui caractérise ces quartiers. C'est ce qui est très fort dans ces quartiers. Donc, on en a 30 hein, sur le territoire. Le renforcement de la précarité. Donc là, on va retrouver plutôt par rapport à l'emploi, et là, on a 14 quartiers hein, qui ressortent. Un fort dynamisme urbain, donc là, on est plutôt sur du développement de population, sur de la construction nouvelle, éventuellement même sur du logement social qui s'accroît, etc. Donc ça, c'est sur 8 quartiers. On a l'augmentation de l'isolement résidentiel. Je ne vous fais pas de dessin puisque j'en ai beaucoup parlé. Donc, quand je dis isolement résidentiel, hein, c'est bel et bien l'isolement dans le logement. Et puis enfin, l'augmentation des commerces et des services de proximité. C'est des territoires qui sont en plein renouvellement humain ou qui ont pu connaître du renouvellement humain, et peut-être pas que d'ailleurs, hein, ce sera intéressant à analyser, à regarder, et qui en fin de compte connaissent une augmentation des équipements et des offres de services de manière très forte hein, et qui les dissocient des autres territoires. Donc, des évolutions dans ces quartiers-là. Et ce qui fait que pour chacune des analyses typologiques, vous avez ici un commentaire hein, qui explique un petit peu comment se comportent ces quartiers. Et puis, vous allez avoir là une vision des quartiers avec les axes, c'est-à-dire plus on est proche du centre, ça veut dire plus on est dans l'équilibre. Et puis après, par rapport à cette question d'augmentation de la pauvreté. Et puis ici, vous avez les quartiers hein, qui sont les plus proches de cette logique, accroissement de la pauvreté. Donc, par exemple, on va retrouver Tujac, on va retrouver Mireuil, voilà, secteur Beaulieu, Bel Air, enfin voilà, on a ici des quartiers hein, donc, qui sont des quartiers avec cette augmentation assez significative de la pauvreté. Et quand vous prenez l'ensemble des quartiers, c'est quand même une part non négligeable de l'ensemble des quartiers de la politique de la ville sur la Nouvelle-Aquitaine, quoi. Et puis, ainsi de suite, hein, pareil sur la précarité et l'augmentation de l'emploi précaire. Et là, en fin de compte, hein, vous allez retrouver un ensemble de quartiers avec, par exemple, les Deux-Rives, le Viginal, voilà, Barthez, etc., le Sablard, où là, on est vraiment sur des quartiers sur lesquels ce qui les caractérise, c'est une augmentation de la pauvreté, et notamment une progression du nombre de chômeurs et aussi une progression de la précarité de l'emploi pour les jeunes. Donc ça, c'est des indicateurs de fragilité par rapport à l'emploi. Hein. Et puis ainsi de suite, bon, le fort dynamisme urbain. Donc là, vous voyez, les territoires sont peut-être sont moins nombreux, quoi, hein, puis un peu plus étirés. Donc là, vous allez retrouver hein, des territoires comme Bacalan ou le Lac, etc., hein, sur lesquels on va retrouver un dynamisme plus fort hein, en termes de services, de commerce, etc., sur ces quartiers-là. Et puis, ainsi de suite. Alors là, on va être, par exemple, ici sur l'isolement résidentiel. Donc, bien évidemment, hein, il y a des territoires qui vont nous sauter aux yeux hein, derrière, puisque ce sont des territoires sur lesquels, bien sûr, on s'attend à retrouver hein, cette dynamique qu'il peut y avoir autour de l'isolement résidentiel dans ces quartiers. Et puis, là, les territoires sur lesquels on a une augmentation des commerces, des services de proximité. On va retrouver, par exemple, ici, le quartier Saint-Michel, quoi. Voilà. Donc, voilà globalement ce qu'on peut faire apparaître autour de cette première analyse typologique. Et la deuxième analyse typologique qu'on a voulu faire, elle est une analyse de mesure, en gros, de l'écart avec l'interco. C'est-à-dire qu'on s'est dit, mais OK, on regarde là les évolutions des quartiers, mais comment ces évolutions des quartiers, elles se raccrochent à une évolution de l'interco? C'est-à-dire qu'en gros, est-ce que, par exemple, je dis n'importe quoi, on voit l'augmentation des services, mais est-ce que l'augmentation des services, elle n'a pas été sur l'ensemble de la ville? On voit une augmentation du nombre de personnes isolées ou de la part de l'isolement résidentiel. Est-ce que ce n'est pas une réalité sur l'ensemble de l'interco? Donc, de ce fait-là, on a mesuré cette fois-ci les écarts et on a regardé ce qui se passait entre les quartiers politiques de la ville, enfin ce qui se passait au niveau des quartiers politiques de la ville et ce qui se passait au niveau de l'interco. Et puis là, on a refait une typologie pour essayer de comprendre un petit peu ce qui pouvait se passer. Et donc, on observe ici, au niveau des classes, des réalités cette fois-ci qui sont très différentes. Hein. On a des quartiers donc, qui apparaissent en fort décrochage, hein, notamment par rapport à la pauvreté ou aux minima sociaux, hein, des quartiers sur lesquels, peut-être par le peuplement, peut-être, voilà, on a cette dynamique différenciée
différencier des quartiers par rapport à ce qu'on observe ailleurs. Et on va retrouver, hein, vous voyez, des quartiers hein, qui sont d'ailleurs des quartiers qui étaient présents déjà dans la première, pour une grande partie d'entre eux, hein, dans la première typologie hein, sur les quartiers marqués par une forte augmentation de la pauvreté. Mais là, on n'a plus 30 quartiers, mais on en a 22, quoi. L'immigration, alors c'est aussi une réalité hein, qu'on a dans les quartiers, c'est-à-dire que les quartiers sont des territoires d'accueil, le coût du logement, enfin, vous trouverez ça dans le tableau de bord, hein, mais la question par exemple du coût du logement explique aussi qu'on puisse accueillir dans les quartiers des populations qui économiquement n'ont pas les moyens de se loger ailleurs. Hein. C'est évident et de ce fait-là, notamment une population immigrée et notamment une population immigrée récente, hein, des gens qui sont plus fréquemment, quand vous analysez l'immigration, vous voyez que vous avez une population qui est plus fréquemment de nationalité étrangère que de nationalité française. Hein, c'est des gens qui n'ont pas acquis la nationalité française, soit pas acquis parce qu'ils n'ont pas voulu en faire la demande, donc ça c'est possible, mais pour beaucoup, c'est pas acquis parce qu'ils sont depuis trop peu de temps sur le territoire national, et donc ils ne peuvent pas encore demander, ou ils ne veulent pas encore demander, ou ils n'ont pas encore tous les repères pour pouvoir bénéficier de la nationalité française, puisque comme vous le savez, hein, il y a quand même quelques exigences derrière. Et donc, l'idée, eh bien là, c'est simplement de regarder cette immigration. Vous l'avez vu peut-être, puisqu'à un moment donné, ça a passé là, dans le déroulé du document. Il y a aussi une analyse spécifique sur la population immigrée et la population étrangère. Alors, bien sûr, enfin, vous prenez ça, c'est pas diffusé partout actuellement, parce que je crois que ce serait pas trop le moment dans un débat politique compliqué et puis un peu, comment est-ce qu'on dit, le terme que j'ai beaucoup entendu ces temps-ci, hystérisé. Donc là, on a vraiment comment dire, un indicateur qui est important et que vous pouvez prendre en considération, bien évidemment, pour bâtir votre prochain contrat de ville et comment est-ce que on essaye de développer le français langue étrangère, moi je ne sais pas, l'accès au droit, etc., pour des publics qui peuvent avoir des difficultés à comprendre, à lire le français ou nos documents administratifs, tout bêtement. Donc, on a aussi des territoires vieillissants, donc c'est aussi intéressant hein, parce que c'est l'écart avec l'interco, donc c'est aussi des territoires qui sont un peu atypiques hein, par rapport aux autres. Et puis enfin, des quartiers de type centre ancien qui ont des spécificités, notamment avec énormément hein, de personnes seules, mais c'est logique puisque souvent le centre ancien, c'est du locatif privé et c'est du petit logement et qui correspond bien en termes de coût et de taille à des personnes seules. Et enfin, les quartiers qui ont une évolution qui n'est pas très différenciée de celle de l'interco. Voilà. Donc, voilà globalement ce que je pouvais vous dire sur ce document. Donc, comme le disait Laurence, hein, je pense que c'est un document qui sera mis à votre disposition et que vous pourrez utiliser comme vous le souhaitez. Enfin, j'espère de la manière la plus pertinente et puis la plus aidante aussi hein, pour construire un prochain contrat de ville. Merci Hervé. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Quelqu'un a demandé là dans le chat si vous pouviez avoir accès à l'ensemble des données pour chaque QPV. Là, effectivement, on est vraiment sur un travail, sur une analyse typologique. Hein. Donc, l'idée, c'est de regarder dans l'ensemble les tendances qui se dégagent, les éléments un peu forts. Donc, j'ai répondu à la personne dans le chat. On va parler là maintenant tout de suite d'un outil qui est le tableau de bord des données, où là, vous allez avoir une vision pour chacun des QPV, à l'échelle de chaque QPV, de l'ensemble de ces données, des indicateurs. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions qui émergent à ce stade? Bon, eh bien, si pas de questions, peut-être que je peux passer la parole à Samuel Fouquet du Compas, qui va nous présenter justement ce fameux tableau de bord. Bonjour à tous, donc Samuel Fouquet du Compas, j'espère qu'on m'entend bien. Donc j'interviens sur justement sur la construction du tableau de bord et également sur la construction des fiches repères contrats de ville qui seront livrées fin du mois. Du coup, je vous ferai une présentation à la suite de du guide d'utilisation du tableau de bord sur ces fiches repères. Alors, ce que je vous propose, c'est dans un premier temps. Alors, je vais partager d'abord mon document, excusez-moi. Là. Donc, je précise pendant que Samuel s'installe que le tableau de bord, il est opérationnel dès aujourd'hui et vous allez avoir là maintenant là, les indications pour vous connecter sur pour vous connecter sur cet outil en ligne.
Exactement. Donc en fait, ce guide d'utilisation que je vais vous présenter sera disponible et téléchargeable sur Auban, donc la plateforme où est hébergé le tableau de bord. Donc pour faire un point sur le déroulé, je vais d'abord vous présenter un peu le tableau de bord dans les grandes lignes et également aussi les sources de données ainsi que les principaux outils. On fera ensemble les premiers pas dans Auban, donc je vous montrerai comment accéder au tableau de bord. Vous pourrez du coup y accéder tout de suite en même temps que de ma présentation. On fera ensemble une analyse pas par pas un peu pour construire comment construire son analyse pas à pas. On fera ça dans le détail. Et enfin, je vous ferai une petite démonstration sur le tableau de bord directement, voilà, en choisissant une thématique. Alors, je ne vais pas revenir sur les éléments de contexte, donc l'observation de l'étape de l'évaluation. Je pense que Laurence et Hervé l'ont déjà très bien introduit. Je vais passer directement du coup à la présentation du tableau de bord Auban. Donc, c'est un outil qui a été créé par le Compas et donc qui vous permet d'accéder à une batterie d'indicateurs donc mise à disposition par différentes sources et notamment de la NCT et de l'INSEE. Donc, on a recueilli environ 180 indicateurs qui sont organisés, vous le verrez dans le tableau de bord, par pilier de la politique de la ville. On a également ajouté deux autres parties, donc, qui sont les dynamiques de peuplement ainsi que les enjeux transversaux. Et toutes ces données-là sont disponibles à l'échelle exacte de vos quartiers prioritaires. Ce qu'il faut savoir, c'est que les données disponibles sur ce tableau de bord sont celles disponibles au 1er janvier 2022. Il faut savoir que l'INSEE met à jour continuellement ces données selon un calendrier qui peut varier d'une source à l'autre. Voilà, donc pour l'instant, celles que vous avez en ligne sont celles qui sont arrêtées au 1er février 2022 et elles seront bien sûr enrichies par la suite des actualisations réalisées par l'INSEE. Dans ce tableau de bord, vous trouverez des définitions et des sources pour vous aider à mieux interpréter les indicateurs, ainsi que des sites internet réalisés par le Compas qui contiennent des éléments méthodologiques donc pour comprendre un peu l'actualité et les questionnements autour de ces indicateurs et de l'observation en général. Vous pourrez accéder également à des évolutions dans le temps, donc c'est très important, c'est ce que disait Hervé tout à l'heure, c'est comment observer les dynamiques dans les quartiers prioritaires. Donc, on a un outil spécifique qui vous permet d'étudier ces dynamiques et enfin d'avoir des comparaisons entre le territoire, donc non seulement les territoires des quartiers prioritaires, mais aussi les territoires hors des quartiers prioritaires, donc par exemple votre PCI ou également la région Nouvelle-Aquitaine. Donc, le tableau de bord Auban est accessible via un navigateur Internet et des codes d'accès qui sont du coup disponibles pour tous. Alors, je vais vous présenter par la suite. D'abord, vous rappelez les principales fonctionnalités du tableau de bord, les principaux outils. Donc, en général, les données sont affichées dans des tableaux, souvent des graphiques aussi en courbe sur les évolutions. Vous aurez un outil qui s'appelle classement, tout simplement, qui permet de classer vos quartiers prioritaires parmi un ensemble de quartiers. Selon celui que vous avez défini, ça peut être très bien parmi les quartiers prioritaires de votre PCI ou parmi l'ensemble des quartiers prioritaires de Nouvelle-Aquitaine ou tout simplement parmi l'ensemble des quartiers prioritaires de France métropolitaine. Vous avez un outil de positionnement qui vous permet de mesurer les écarts pour chaque indicateur entre votre quartier et celui qu'on observe en moyenne pour la France métropolitaine. Donc, cet outil de positionnement, il est disponible uniquement entre votre quartier et l'ensemble des QPV de France métropolitaine. Et donc, comme je vous le disais tout à l'heure, vous avez également des aides à l'interprétation que sont les définitions ainsi que le clé de lecture. Et dernière chose importante, c'est évidemment sauvegarder vos travaux et vos analyses via un outil d'export qui vous permet d'exporter tous vos indicateurs dans un fichier Excel que vous pouvez ensuite transformer vers un fichier Word. Je vous expliquerai tout cela quand on construira l'analyse pas par pas. Les zonages disponibles, alors il faut savoir que les données ne sont pas disponibles à tous les zonages. Pour les territoires en quartier prioritaire, vous aurez accès à l'ensemble des 80 QPV de Nouvelle-Aquitaine, bien évidemment. Mais aussi l'ensemble, vous avez un zonage spécifique qui contient l'ensemble des QPV de chaque EPCI. Donc, par exemple, un zonage qui s'appelle ensemble des quartiers prioritaires de Limoges Métropole. Et enfin, vous avez un dernier zonage qui concerne cette fois-ci les 1300 quartiers prioritaires de France métropolitaine.
Pour les autres territoires non prioritaires, vous avez bien sûr les EPCI de Nouvelle-Aquitaine, vous avez l'ensemble des départements de Nouvelle-Aquitaine et la région Nouvelle-Aquitaine. Je vais faire un petit rappel sur les sources de données. Il y en a 11. Voilà, il y a 11 sources de données dans le tableau de bord. Alors Hervé en a déjà rappelé quelques-unes et défini quelques-unes. Juste pour dire que la plupart des données sont issues de l'INSEE, notamment des données du recensement, notamment avec les populations municipales. Donc, à chaque fois, vous trouverez les dates qui correspondent aux périodes disponibles dans le tableau de bord au banc. Donc, ces périodes-là, évidemment, elles varient d'une source à l'autre. Et voilà, elles sont disponibles par l'INSEE, par philosophie. Malheureusement, on affiche que celles dont nous avons en possession la donnée, évidemment, mais elles varient. Ça c'est quelque chose qu'il faut savoir, c'est qu'elles varient selon les sources. Donc, par exemple, pour la population municipale, nous avons que 2013 et 2018. Pour les estimations démographiques, qui définissent les indicateurs à travers 5 thèmes, donc la démographie, l'activité, la formation, ainsi que les caractéristiques des ménages. Donc là, on sera sur des évolutions entre 2011 et 2017. Donc, comme l'a rappelé Hervé, la dernière date disponible, donc 2017 par exemple pour les estimations démographiques, on est bien du coup sur les 5 ans du recensement, avec du coup 2017 qui comprend également 2018 et 2019. A priori, les données estimation démographique 2018 devraient arriver sous peu. Donc, nous mettrons à jour ces données directement dans le tableau de bord. Une autre source de données qui est apparue en 2017, donc qui n'était pas disponible avant 2017, pardon, c'est la source Fideli, donc qui permet d'avoir des informations sur les logements et les individus. Nous avons la source Philosophie, donc disponible pour 3 dates, donc 2014, 2016 et 2018. Là encore, la donnée 2019 devra arriver sous peu. La source CNAF, donc concernant les allocataires ayant un droit versable au moins une prestation au cours du mois de décembre. Ensuite, nous avons les données qui concernent l'assurance, qui viennent de l'assurance maladie, donc qui concernent les données sur la complémentaire santé solidaire, donc qui remplace la CMUC depuis 2020. 2021 devrait prochainement être intégré au tableau de bord. Cependant, l'INSEE alerte sur le fait de ne pas faire d'évolution entre 2020 et 2021. Donc, je pense que nous mettrons uniquement les données de 2021 en remplacement de celles de 2020. Nous avons également la source direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance, donc de la DEP, issue du ministère de l'Éducation nationale. Ces données sont également croisées avec la base permanente des équipements, donc pour avoir des informations concernant les établissements dans les quartiers prioritaires, ainsi que sur les collégiens et lycéens. Donc, je continue avec la source Pôle emploi. Donc là, il faut faire attention parce qu'il y a 2 sources de données concernant Pôle emploi. Vous avez une première source qui est une source annuelle, fournie au 31 décembre des années 2016, 2018 et 2020. Donc, ces informations concernent les caractéristiques des DEFM, qui portent sur le sexe, l'âge, le niveau de formation. Et vous avez une deuxième base de données qui concerne des données conjoncturelles, donc qui sont disponibles sur les trimestres, donc du 3e trimestre 2016 au 3e trimestre 2021. Donc ça, c'est la dernière donnée disponible. Et donc là, qui nous permettent de faire des évolutions sur les DEFM. Nous avons également des données qui sont issues du répertoire Sirène, donc nous permettant d'avoir des informations sur les établissements, ainsi que le taux de création pour les années 2017 et 2019. Et enfin, la source RPLS sur les logements sociaux qu'Hervé vous a parlé tout à l'heure et qui est nouvelle aussi pour les quartiers prioritaires. Donc, nous avons uniquement l'année 2019. Donc, vous le voyez, il y a certaines sources où on ne peut pas faire d'évolution. Donc, globalement, il y a des précautions méthodologiques à considérer quand on fait l'analyse de ces indicateurs. Il faut savoir que d'abord, les données qui sont intégrées dans le tableau de bord sont des données brutes. Une partie des données sont fournies en parts, d'autres en effectifs. Et la majorité du temps, on ne peut pas reconsidérer les effectifs sur ces parts parce qu'on n'a pas la population mise à disposition. Uniquement les parts sont disponibles. Il faut faire également très attention parce que sur certaines données, nous avons du secret statistique, notamment sur les données philosophie, où là, du coup, les données ne sont pas disponibles. Donc, vous verrez souvent dans le tableau de bord des données en non disponibles, donc ND. Ça arrive souvent sur les quartiers prioritaires de petite taille.
Également, nous avons retenu les données donc, issues de toutes ces sources qui étaient pour nous les plus pertinentes et les plus renseignées. Ce qu'il faut savoir, c'est que parfois, les indicateurs sont fournis, sont très intéressants, mais fournis pour, par exemple, 10%, 15% de l'ensemble des quartiers prioritaires. Donc, du coup, l'information n'est pas disponible pour tous. Donc, nous avons fait un choix que certaines fois de les écarter, de les mettre de côté au profit de d'autres données un peu plus complètes. Donc, on est déjà sur un socle d'indicateurs déjà important, 180. Donc, voilà, nous avons essayé de mettre les indicateurs les plus complets. Donc, je poursuis sur voilà, les termes que je vais utiliser en présentant ce tableau de bord. Donc, je l'ai déjà dit, la donnée brute, elle est issue de données en effectif et en proportion. Certaines fois, la donnée est retravaillée, donc ce qui nous permet d'avoir des taux d'évolution ou des proportions si c'est aussi des effectifs. Quand je parle d'indicateur, je parle d'un indicateur qui nous permet d'avoir une information précise qui peut être suivie dans le temps, donc qui va contribuer du coup à un système d'observation et de veille. Et enfin, la périodicité, donc c'est la date auquel les indicateurs sont disponibles à intervalles réguliers. Et donc sur ces dates-là, on pourra faire des évolutions. Je vous montrerai par la suite. Sur les indicateurs, alors je ne vais pas vous lister les 180 indicateurs, je vous en reparlerai par la suite parce qu'on a constitué un annuaire qui recense l'ensemble des indicateurs qui sont dans le tableau de bord et triés par pilier. Ici, je fais juste un petit récapitulatif des principaux indicateurs pour nous, voilà, qui permettent d'observer les quartiers prioritaires, donc triés par pilier. Je peux citer notamment pour les dynamiques de peuplement, donc la population du quartier, la part des 15-24 ans dans la population. Pour la cohésion sociale, 2 indicateurs importants que sont le taux de pauvreté, le niveau de vie médian. Voilà, vous avez tout un panel de ce qui se fait dans le tableau de bord. Donc, je vais passer au 3e chapitre qui est le premier pas dans Auban. Tout d'abord, vous montrer le site internet, du coup, l'adresse qui vous permet de vous connecter. Alors, ce que je vous propose, c'est que pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez vous connecter directement à la plateforme Auban. Vous avez ici les codes d'accès qui sont assez simples et qui sont disponibles pour tous. Donc, vous n'avez pas un identifiant propre. Donc, vous pouvez vous connecter directement sur le site aubanlecompas.fr. J'ai indiqué le lien dans le chat. Vous pouvez cliquer directement dessus. En effet, c'est plus simple. Hop, et donc, vous pouvez vous connecter directement tous ensemble avec ces codes d'accès. Alors, juste quand vous allez vous connecter, vous avez à chaque fois un petit rappel de présentation de l'interface de votre espace de travail qui vous permet à chaque fois de vous remettre en tête comment fonctionne votre espace de travail. On va y venir plus tard dans le détail. Donc, comment fonctionne le tableau de bord? Il est construit à chaque fois sur une distinction entre, d'un côté, le territoire d'étude et de l'autre, les territoires de comparaison. Donc, l'idée, dans un premier temps, c'est de savoir sur quel territoire je vais travailler et quel territoire je vais observer. Ici, dans mon exemple, vous avez la possibilité de travailler sur le quartier de Beaubreuil à Limoges. Donc, ça se fait en 2 étapes. La première étape, c'est sélectionner d'abord les quartiers prioritaires de Limoges Métropole et ça va vous ouvrir un second onglet qui vous permet de choisir du coup le quartier de Beaubreuil à Limoges. Donc, ça, c'est vraiment la première étape, c'est choisir quel territoire je vais travailler. Donc, une fois cette première étape réalisée, vous allez arriver sur un premier espace qui s'appelle Information. Donc, c'est un onglet Information qui vous rappelle un peu la méthodologie qui est employée pour ce tableau de bord, ainsi que le rappel du contexte et de la démarche. Donc, sur 3 onglets, vous avez toutes ces informations-là. Et en 4e onglet, c'est un onglet qui va arriver très bientôt, c'est l'onglet téléchargement. Donc, en fait, on vous permettra de télécharger l'ensemble des productions qui ont été réalisées jusque-là, donc l'analyse typologique qu'Hervé vous a présentée, mais également ce guide d'utilisation du tableau de bord. Et par la suite, à partir de fin mars, on ajoutera également les fiches repères contrat de ville. Une fois qu'elles seront terminées, vous pourrez les télécharger directement via cet onglet. Donc, je poursuis vers ce qui va nous intéresser. Donc, c'est la construction de votre analyse pas à pas.
Ce que vous voyez devant vous, c'est votre espace de travail. Une fois que vous avez choisi votre territoire, vous arrivez sur cet espace de travail. Donc, vous avez le premier onglet information qui est à gauche et le second, les piliers de la politique de la ville. Donc, c'est celui-ci qui regroupe tous les indicateurs disponibles. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on les a répartis par piliers. Donc, vous avez les dynamiques de peuplement, la cohésion sociale, le développement économique et l'accès à l'emploi, le cadre de vie et les enjeux transversaux. Donc, si je reprends un peu grossièrement l'espace de travail, il y a à peu près 8 items que je vais développer par la suite. Mais ça vous permet d'avoir une première image déjà en tête de ce qu'est votre espace de travail. Donc, le premier item, c'est le bandeau espace personnel qui vous permet d'avoir un rappel de vos identifiants. Vous avez également un lexique qui définit les principaux termes employés dans ce tableau de bord. Vous avez un onglet contact qui vous permet de nous contacter directement si vous avez une aide technique, besoin d'aide technique ou une aide d'interprétation sur les indicateurs. Vous pouvez télécharger également les conditions générales d'utilisation. Et enfin, vous déconnectez manuellement la session, sachant qu'au bout de 5 minutes d'inactivité, la session se déconnecte toute seule. Donc, l'item aussi important, c'est le changement de territoire. Donc, vous avez sélectionné un territoire tout au début de la connexion. Vous pouvez à tout moment changer de territoire en cliquant simplement sur la loupe. Donc là, par exemple, vous cliquez sur Limoges-Beaubreuil et ça vous propose à nouveau de sélectionner un territoire parmi les zonages disponibles. Donc ça, c'est pour votre territoire d'étude et vous avez ensuite la possibilité d'ajouter jusqu'à 9 territoires en comparaison. Donc c'est ce qu'on appelle les territoires complémentaires. Donc, ceux-ci sont disposés dans le petit module qui se situe à droite de votre espace de travail et qui vous permet d'ajouter les territoires que vous souhaitez. Donc, par exemple, vous pouvez ajouter les 9 autres quartiers prioritaires de Limoges ou alors l'ensemble des QPV de Limoges, l'ensemble des QPV de la région, etc., etc. Vous avez ensuite un troisième module qui vous permet de naviguer dans les enjeux et dans les thématiques, donc pour sélectionner directement les indicateurs. Je vous parlais tout à l'heure d'un annuaire du tableau de bord où se situent un peu tous les indicateurs répertoriés par pilier, thématique, par source. Cet annuaire-là sera également disponible dans la zone de téléchargement ou alors directement consultable en cliquant ici. Vous aurez accédé du coup à un fichier, à une base de données où vous pourrez accéder facilement à tous ces indicateurs. Le quatrième espace, c'est celui qui concerne l'indicateur en lui-même. Donc, il y a 7 informations. Vous avez dans un premier temps un rappel en haut à gauche de l'indicateur qui est sélectionné. Vous avez ensuite en numéro 2 le territoire d'étude. Ensuite, en 3, vous avez la dernière date disponible pour cet indicateur. Vous avez en 4 la valeur qui correspond à cet indicateur. Et ensuite, en 5 et 6, vous avez des définitions et des clés de lecture qui vous aident à l'interprétation de ces indicateurs. Et en 7, du coup, la source de ces indicateurs. Je vais passer maintenant aux outils qui vont vous aider pour l'analyse de ces indicateurs. Donc, vous avez dans un premier temps, évidemment, les définitions et exemples. Donc, pour chaque indicateur, vous avez une définition et une clé de lecture. Et vous avez également en dessous la dernière donnée disponible. Donc, ça, c'est ce qui vous permet le module à droite affichage vous permet de naviguer du coup entre les différents outils. Donc, le premier, ce sont les définitions et exemples. Ensuite, la dernière donnée disponible. Hop, et je continue avec le troisième outil qui va vous aider pour analyser les dynamiques. Donc, c'est l'outil évolution qui vous permet d'afficher les périodicités disponibles pour chaque indicateur. Donc, par exemple, ici en affichage, on a la population municipale qui est affichée en évolution 2013-2018 pour le territoire d'études que j'ai sélectionné, donc Limoges-Beaubreuil, et en dessous les 2 territoires de comparaison que j'ai sélectionnés, donc Limoges Métropole et la France métropolitaine. Vous avez également entre parenthèses les écarts entre chaque période. Donc là, qui est défini en effectifs. Si je traite d'effectifs, si on est sur des proportions, l'écart sera disponible en points. Et j'ai un deuxième exemple ici sur le taux de pauvreté de la population, où là, j'ai 3 périodes
Donc, à partir de 3 périodes, on a une aide supplémentaire en interprétation qui est le graphique, qui vous permet un peu de situer la dynamique. Voilà, et donc ici, j'ai 3 territoires de comparaison, l'ensemble des QP de France métropolitaine, Limoges Métropole et Nouvelle-Aquitaine. L'outil suivant, c'est l'outil classement qui vous permet de situer votre quartier prioritaire parmi un ensemble. Donc, vous avez 3 choix de territoire. Vous pouvez situer votre quartier prioritaire au sein de l'ensemble des quartiers de votre PCI. Donc, par exemple, ici, Limoges-Beaubreuil au sein de Limoges Métropole, mais vous pouvez aussi situer votre quartier prioritaire au sein de l'ensemble des quartiers prioritaires de Nouvelle-Aquitaine. Donc, par exemple, ici, Limoges-Beaubreuil est situé en 19e position sur l'ensemble des 80 QPV de Nouvelle-Aquitaine. Donc, vous pouvez le faire exactement la même chose pour l'ensemble des QPV de France métropolitaine. Donc, c'est ce qui vous permet à chaque fois de situer, d'avoir une information supplémentaire un peu pour situer votre quartier prioritaire par rapport aux autres quartiers prioritaires. Enfin, on a l'outil positionnement qui va vous aider pour situer la valeur de votre quartier prioritaire et de ce qu'il en est par rapport à l'ensemble des QPV de France métropolitaine. Il faut savoir que cet outil positionnement est disponible uniquement avec des comparaisons sur l'ensemble des QPV de France métropolitaine. Donc, c'est-à-dire ici, si je prends l'indicateur part des 0-14 ans dans la population en 2017, sur Limoges, j'ai 21%. En moyenne, sur l'ensemble des QP de France métropolitaine, j'ai 25%, ce qui fait un positionnement de plus 3 points environ, donc un écart de plus 3 points par rapport à la France métropolitaine. Et enfin, un dernier outil qui peut vous aider à contextualiser et avoir plus d'informations sur le contexte socio-économique de vos quartiers prioritaires, ce sont 2 sites internet qui sont créés par le Compas, donc la base documentaire, ainsi que le centre d'observation de la société, donc qui livre un état des lieux plus général des tendances socio-économiques de vos quartiers. Vous avez également un module qui s'appelle module pilier qui vous permet de naviguer plus rapidement dans les enjeux, c'est-à-dire que pour chaque enjeu, par exemple ici cohésion sociale, vous avez les thématiques associées. Pour cohésion sociale, vous en avez 4, donc la pauvreté, la réussite scolaire, le vieillissement de la population et la santé. Et dernière étape importante pour sauvegarder vos travaux. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que comme vous n'avez pas de session personnalisée, vous ne pouvez pas non plus sauvegarder votre travail à l'intérieur de votre espace de travail. Une fois que vous vous déconnectez de votre session, du coup, tout disparaît, il faut recommencer à zéro vos ajouts de territoire de comparaison, etc. Du coup, quand vous avez construit votre analyse, l'idée, c'est d'exporter vos travaux via un export Excel, donc qui vous permet de sauvegarder vos travaux. À chaque fois que vous faites un export Excel, donc dans le module téléchargement fichier tableur, ça va vous exporter tous les indicateurs de l'enjeu, de la thématique sélectionnée. Donc, par exemple, ici, pour la population du quartier, vous avez le tableau qui regroupe en évolution les effectifs des quartiers de Beaubreuil, par exemple. Donc ça, c'est pour la feuille numéro 1, mais pour la feuille numéro 2, vous trouverez également les autres indicateurs de cette thématique, qui est par exemple la part des femmes dans la population en pourcentage. Donc ça, c'est le premier outil qui vous permet d'exporter. Vous avez également d'autres solutions pour exporter vos données, sauvegarder vos données. Vous pouvez également copier-coller les données d'Excel vers un outil de traitement de texte, Word par exemple. Vous pouvez également sélectionner directement les tableaux, les copier-coller dans un traitement de données ou également faire une copie d'écran. Voilà, vous avez plusieurs possibilités pour sauvegarder vos travaux. Je vous montrerai comment ça fonctionne par la suite. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous montrer une démonstration directement sur le tableau de bord. Je ne sais pas si vous avez des questions à ce stade, éventuellement. Alors, je précise, moi, que le guide que tu as présenté sera diffusé aussi. Hein. Tu l'as dit, mais Ouais. je crois que tu l'as dit. Donc, le guide d'utilisation du tableau de bord est ou sera très, très prochainement à votre disposition. Exactement.
toute façon, l'ensemble des productions seront en téléchargement via le tableau de bord. Voilà, donc je me connecte à l'outil. Donc le identifiant et le mot de passe, c'est la même chose. Donc vous avez, comme je vous disais tout à l'heure, un petit rappel pour se repérer dans l'interface. Donc la première étape, ça va être de choisir mon territoire d'étude. Donc par exemple, je veux resélectionner mon quartier prioritaire Beaubreuil. Donc je sélectionne d'abord le PCI concerné, donc qui est l'ACU de Limoges Métropole, qui se situe ici. Voilà, et ça va m'afficher tous les quartiers prioritaires de Limoges Métropole. Donc, hop, je sélectionne Beaubreuil, et voilà, donc ça m'amène sur mon espace de travail. Donc, tout d'abord, une partie information qui permet un rappel de ce qu'on s'est dit tout à l'heure sur les précautions méthodologiques, sur comment interpréter les indicateurs. Donc ça, c'est la partie de gauche, et la partie de droite qui vous permet d'accéder directement aux 180 indicateurs disponibles dans ce tableau de bord. Alors, je peux vous faire un exemple sur la population. Ici, en cliquant directement, en fait, ça va m'afficher tous les indicateurs reliés à la thématique population. Donc, vous avez ici la population des QPV et ensuite les femmes au sein des QPV, donc la part des femmes dans la population. Ce que je vous conseille de faire avant de commencer l'analyse, c'est d'ajouter éventuellement vos territoires de comparaison. Donc, ça se situe ici dans territoire complémentaire. Vous cliquez sur choisir un territoire. Et ça fonctionne de la même façon que précédemment. C'est-à-dire que là, admettons, je veux ajouter l'ensemble de mes QP de Limoges Métropole. Donc, il faut que je retrouve Limoges Métropole ici. Et je peux sélectionner ici ensemble des QP de Limoges Métropole. Donc voilà, donc j'ai bien ici en valeur l'effectif de tous les quartiers de Limoges Métropole qui est de 25 000 habitants en 2018. Vous pouvez également ajouter jusqu'à ces 10 territoires en tout. Donc là, vous pouvez ajouter encore 8 territoires. Je peux ajouter également l'ensemble des QP de France métropolitaine. Et en quatrième territoire, je peux ajouter la région. Voilà, je peux ajouter la région Nouvelle-Aquitaine. Voilà, donc à chaque fois que vous ajoutez un territoire, une colonne s'introduit. Donc là, on est sur la population. Ce qu'on peut faire, c'est éventuellement regarder les évolutions qui se passent sur cette population. Donc, vous cliquez sur l'outil population qui est dans l'onglet affichage. Et là, ici, du coup, vous avez un basculement des colonnes en ligne. Et vous avez donc les dates 2013-2018 disponibles donc, pour chaque territoire. Et on voit que sur Beaubreuil, du coup, la population a baissé de 73 habitants. Donc, l'écart, entre parenthèses, correspond à l'écart entre les périodicités disponibles. Vous avez à chaque fois la définition et en dessous la clé lecture qui vous permet d'interpréter l'indicateur. Alors, je vais changer d'indicateur pour que ce soit plus parlant parce que sur la population, ce n'est pas forcément l'indicateur le plus parlant pour ensuite parler du classement et du positionnement. Je peux basculer sur un indicateur du taux de pauvreté, par exemple. Là, écoutez, je peux vous faire ça, c'est un exemple très parlant. C'est aussi la disponibilité des données que j'expliquais tout à l'heure, c'est que parfois la donnée n'est pas disponible pour toutes les échelles. Donc là, sur l'ensemble des quartiers prioritaires de Limoges, je ne peux avoir cette donnée parce qu'elle est fournie de base en part pour chaque quartier prioritaire. Donc je ne peux pas rétablir, je ne peux pas réestimer la part globale des QPV de Limoges Métropole. En revanche, cette information est disponible pour l'ensemble des QP de France métropolitaine et pour la Nouvelle-Aquitaine. Donc, vous voyez que le taux de pauvreté est de 52% en 2018 à Beaubreuil contre 14% en Nouvelle-Aquitaine. Comme il n'y a plus de dates, vous avez un petit graphique en courbe qui vous permet un peu de situer la dynamique. Donc, ça, c'est pour l'outil évolution. On peut passer sur l'outil classement qui va vous permettre justement de situer votre quartier prioritaire parmi d'autres. Vous avez ici le classement dans la zone d'étude. Donc, par exemple, ici, le tableau sur le taux de pauvreté, il va situer votre quartier prioritaire sur l'ensemble des quartiers prioritaires de Limoges Métropole. Donc là, on voit que Beaubreuil est situé en 5e position. Mais je peux aussi choisir de situer mon territoire parmi l'ensemble des quartiers prioritaires de Nouvelle-Aquitaine, donc en cliquant ici. Hop. Et là, du coup, vous voyez que Beaubreuil arrive 19e sur les 81. Vous avez un petit outil qui s'appelle la loupe. Ici, là, vous pouvez cliquer dessus et vous avez accès à l'ensemble des quartiers prioritaires.
Donc, on voit que le taux de pauvreté est le plus élevé au Porte-Ferré, avec 63%, alors que cette valeur est au minimum à 32% à Saint-Michel, et non disponible pour les Capucins et Montmousseau, parce que ce sont des quartiers de petite taille. Vous pouvez également situer votre quartier prioritaire parmi l'ensemble des QPV de France métropolitaine. Hop, voilà, et on voit que sur les 1300 QPV, Beaubreuil apparaît à la 220e place. Et vous pouvez également faire défiler les 1300 QPV. Voilà, on voit que Perpignan arrive en première position avec 72%. Donc ça, c'est pour l'outil classement. Et vous avez enfin le dernier outil positionnement. Voilà, donc qui va situer à chaque fois votre valeur en fonction de celle de l'ensemble des QPV de France métropolitaine. Et on s'aperçoit que concernant le taux de pauvreté pour Beaubreuil, on a un écart qui est positif de 7 points entre celui du quartier prioritaire de Beaubreuil et l'ensemble des quartiers prioritaires de France métropolitaine. Si vous laissez votre souris sur le chiffre, vous avez une petite aide qui vous permet d'interpréter la donnée. Et en cliquant sur le point d'interrogation ici, une petite méthode qui vous explique comment est calculé cet outil de positionnement. Hop, et le dernier outil, voilà, c'est les liens ressources que je vous parlais tout à l'heure, qui vous amènent sur les sites compas, qui vous permettent d'avoir un peu de contexte et d'enjeu sur ces indicateurs. Vous avez ici aussi le module pilier qui vous permet de naviguer directement et plus facilement dans les thématiques, donc en cliquant dessus. Hop, donc si je reviens sur mon outil dernière donnée disponible, voilà, vous avez la réussite scolaire, vous avez toute la batterie d'indicateurs sur la réussite scolaire, vous avez également des indicateurs sur le vieillissement de la population, etc., etc. Ça vous permet de naviguer plus facilement que d'aller rechercher ici les données. Je pense que j'ai fait le tour sur la démonstration. Ah non, j'ai pas terminé, excusez-moi. Un élément important, c'est aussi de pouvoir exporter ma donnée. Donc via l'outil fichier tableur, donc en téléchargement ici. L'astuce, en fait, c'est qu'il va exporter ce qu'il y a à l'écran. Donc, par exemple, ici, j'ai ma structure par âge. J'ai un tableau en structure par âge. Je clique sur tableur ici. Je fais ouvrir avec. Alors, il va falloir que je repartage peut-être mon écran. Ça, vous ne voyez pas du tout le fichier Excel, là, j'imagine. Voilà. Donc, voilà l'export. Donc, on a bien le tableau de bord ici avec les valeurs pour tous les territoires de comparaison et pour les indicateurs sélectionnés. Vous avez à chaque fois une petite aide d'interprétation, donc la clé lecture qui correspond. Et comme je vous disais tout à l'heure, vous avez la possibilité de copier-coller ces éléments-là dans un fichier Word directement, ou bien de passer ici en sélectionnant, en faisant un clic droit, copier-coller. Ça fonctionne très bien sur Word et sur Excel, ou de faire une copie d'écran directement sur ce qui est affiché dans votre espace de travail. Voilà comment fonctionne un peu, comment construire votre analyse sur l'outil Auban. Est-ce que vous avez des questions? Je ne sais pas si quelques-uns ont déjà commencé à l'utiliser en parallèle. Alors, on a une question dans le chat, tu l'as vu? Oui. Ouais, alors le fichier Excel ne contient pas de macro normalement, parce que vous avez un message. Normalement, il n'y a pas de macro. Ouais. S'il y a d'autres questions avant de passer la présentation assez succincte du coup des fiches repères. Oui, sur la mise à jour des données. Alors, peut-être que, parce qu'effectivement, on a évoqué ça ce matin ensemble. Donc, ce tableau de bord, il est accessible dès maintenant. Il n'y a pas de date d'expiration, c'est-à-dire qu'il est en fonctionnement. Vous pouvez imaginer l'utiliser dans le temps. La question qu'il faut qu'on regarde, nous, côté PQNA et Compa, c'est celle des modalités justement de la mise à jour.
parce que c'est une prestation qu'on n'avait pas forcément envisagée dès le départ dans le contrat qu'on a passé avec le Compas. Donc voilà, il faut qu'on voit ensemble ce sur quoi on se projette pour l'avenir. Si c'est un outil qui est utilisé, on va peut-être laisser passer le temps de l'évaluation et puis peut-être qu'on fera un bilan sur l'utilisation de l'outil à partir du mois de juin pour voir si ça vaut la peine de continuer à le faire vivre, à l'actualiser et à l'enrichir de données nouvelles éventuellement. Peut-être qu'on peut se dire ça, qu'on peut faire un point. Peut-être avec vous, on ferait peut-être un sondage sur l'utilisation de l'outil après quelques mois pour un petit peu tâter le terrain et voir si ça vous intéresserait d'avoir accès à cet outil-là de manière durable, y compris dans la prochaine programmation comme un outil de pilotage finalement un peu au quotidien. Donc ça, c'est quelque chose qu'on arbitrera un petit peu plus tard. Voilà. Mais en tout cas, pour l'instant, je crois, Samuel, tu indiquais qu'à court terme, il y aura des mises à jour. Bien sûr, oui. C'est ça, parce que les données, l'INSEE a déjà fourni les données philosophie 2019 et s'apprête à fournir les données démographiques 2018. Donc, c'est prévu déjà dans le calendrier de les intégrer dès que possible. Alors, est-il envisagé d'ajouter d'autres types de données, sécurité par exemple? Pour l'instant, ce n'est pas envisagé. Par contre, ce qu'on propose de faire, ce serait plutôt pour le diagnostic du coup, qui arrivera en septembre. C'est du coup d'utiliser d'autres sources de données à peut-être d'autres zonages que les contours exacts pour aller plus en profondeur dans certaines thématiques. Mais en tout cas, pour le tableau de bord, c'est compliqué d'ajouter des données de ce type. Ouais. Et y a-t-il des données sur les taux de réussite au brevet? On me demande. Alors, il me semble qu'il y a des données sur la réussite, oui, concernant, mise à disposition par l'ADEP sur l'année scolaire 2018-2019. Il me semble qu'il y a des éléments sur la réussite, oui, en effet. Quant à la difficulté du manque de disponibilité des données sur les petits territoires, ça, j'imagine que c'est une difficulté qui est incontournable. Oui, exactement. C'est ce que je vous disais en début de présentation, c'est qu'on a essayé déjà d'écarter les indicateurs où c'était peu renseigné à l'échelle de. Des fois, on n'avait que 15-20% de QPV de renseignés, donc c'est là on les a un peu écartés. Mais par contre, il est vrai que subsistent certains indicateurs où la donnée n'est pas disponible, notamment pour les petits QPV de 1000-1500 habitants. Ouais. Ça, malheureusement, on ne peut pas contourner cette limite. D'accord. Y a-t-il d'autres questions? Alors, il y aura donc également à disposition l'annuaire des indicateurs. Ça pourra vous permettre de retrouver plus facilement ce que vous cherchez. Donc, c'est sur un tableau Excel, tout simplement, avec l'ensemble des 180 indicateurs classés par pilier. Donc, ça vous permet de savoir où aller chercher les informations dont vous avez besoin pour éclairer vos questions évaluatives. Donc ça, c'est une chose aussi qui vous sera mise à disposition très, très rapidement, puisque le fichier est déjà consolidé. Il faut le mettre en ligne simplement en téléchargement. Et j'en profite aussi pour préciser que le 29 mars, on vous propose une séquence en atelier de prise en main très concrète de ce tableau de bord autour d'exercices pratiques, à la fois pour manipuler l'outil et aussi pour comprendre comment en tirer des analyses. Parce que bon, faire des tableaux Excel, c'est une chose, mais ensuite, il y a la question de l'interprétation des données et c'est un autre sujet. Donc, ça, ce sera abordé le 29 mars sous format atelier cette fois-ci, donc en petits groupes. Voilà. Samuel, je te laisse poursuivre. Oui, alors j'ai partagé du coup la fiche repère. Alors, donc, je vais vous présenter le deuxième outil qui a été développé au cours de ce mois de février. Ce sont des fiches repères à l'échelle des contrats de ville. Donc, ce sont des fiches d'une quinzaine de pages. Donc, ce sont de petits diagnostics assez synthétiques et problématisés.
qui vous permettent d'avoir une analyse vraiment synthétique sur les grandes caractéristiques de vos quartiers prioritaires. Alors, cette fiche est une fiche test qui est encore un document de travail qui a été réalisé à l'échelle de Limoges Métropole. L'ensemble des fiches seront disponibles pour fin mars et directement disponibles en téléchargement via l'onglet téléchargement de l'outil Auban. Donc, vous aurez tous accès en téléchargement libre de ces fiches. Peut-être pour vous présenter le contenu de ces fiches. Donc, on a fonctionné un peu de la même façon que pour le tableau de bord. On a sélectionné une batterie d'indicateurs pour nous les plus caractérisants sur votre quartier, les principaux indicateurs. On les a répartis par pilier également. Donc, on a une première partie sur la dynamique des peuplements. On a aussi une deuxième partie sur la cohésion sociale, une troisième sur le cadre de vie, sur la cohésion sociale et enfin le développement économique et l'accès à l'emploi. On a également une dernière partie où là, on a réalisé un indice un peu synthétique sur les dynamiques territoriales dans les quartiers prioritaires. Donc, c'est une fiche, c'est une quinzaine de pages. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on pose une question, on problématise un enjeu. L'idée, c'est d'avoir quelques clés de lecture et de contexte général avant de regarder ce qui se passe au sein de vos quartiers prioritaires, en ayant toujours à l'esprit la dynamique récente, quand c'est possible, sur ces indicateurs. Donc là, par exemple, ici, on est sur le niveau d'attractivité résidentielle des QPV, où on va parler de l'évolution de la population. On a d'autres questionnements sur la jeunesse, le vieillissement. Vient des indices un peu plus élaborés, parce que sur les tableaux de bord, on est sur les données brutes fournies par l'INSEE. Ici, on a pu développer des indicateurs un peu plus élaborés dans ce cadre des fiches repères. Si je parcours un peu le document, on a des choses également sur la nationalité étrangère, sur l'importance de la monoparentalité dans l'équipe PV, avec à chaque fois une évolution. Donc c'est ce qu'on a fait tout au long de cette fiche repère, avec des clés lecture, des petits éléments de contexte qui viendront la fiche repère viendra vraiment en complément du tableau de bord. Je parcours un peu pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. On a des informations sur le cadre de vie et renouvellement urbain, donc sur les besoins en termes de logement. C'est des caractéristiques des logements disponibles dans les QPV. Évidemment, sur la cohésion sociale, on a essayé d'aller un peu plus dans le détail en proposant une évolution sur le taux de pauvreté, mais aussi sur le niveau de vie médian. On a regardé un peu ce qui se passait sur les écarts. L'objectif des politiques menées, c'est évidemment de réduire les écarts de niveau de vie entre les quartiers prioritaires et ce qui se passe en dehors, donc par exemple ici sur Limoges Métropole. On a essayé de développer des indicateurs un peu plus simples pour interpréter les dynamiques. Sur la cohésion sociale, on a également des choses sur les minima sociaux, également sur le parcours scolaire des élèves et sur le niveau de formation général dans les quartiers prioritaires. Alors, comme le tableau de bord, on a choisi quatre territoires de comparaison pour avoir toujours l'idée de situer le quartier prioritaire par rapport aux autres quartiers et par rapport à ce qui se fait en dehors des quartiers prioritaires. Donc, vous aurez constamment une comparaison avec l'ensemble des QPV de l'EPCI, mais ainsi qu'avec l'ensemble des QPV de France métropolitaine, de Limoges Métropole de Limoges Métropole quand vous travaillez sur Limoges et de la Nouvelle-Aquitaine plus globalement. Donc je continue un peu à dérouler. Des informations sur le taux d'emploi, sur les DEFM. Sur préciser, Samuel, que toutes les fiches sont construites sur les mêmes trames. Donc, les intitulés des chapitres que vous voyez, c'est ce que vous aurez sur votre propre territoire. Exactement. Alors, elle sera peut-être un peu moins dense sur certains contrats de ville où il n'y a que 1 ou 2 quartiers prioritaires. Là, l'exemple de Limoges est vraiment resserré parce qu'on a 9 quartiers prioritaires. C'est vraiment le maximum dans la région. Et vous avez enfin un dernier indicateur qui a été retravaillé à partir de trois données, donc la part des actifs occupés, le niveau de formation
supérieur au bac et le revenu médian des ménages. Voilà, tous ces 3 indicateurs, on a essayé de les mettre dans un seul indice afin de comparer les écarts avec ce qui se fait en moyenne en France métropolitaine cette fois-ci, non plus l'ensemble des QPV de France métropolitaine, mais bien la France métropolitaine, et de comparer les dynamiques observées voilà, entre 2011 et 2017 notamment. Est-ce que tu peux préciser pour Bordeaux Métropole les choix qui ont été faits? Oui, alors du coup, pour Bordeaux Métropole, on a 21 quartiers prioritaires. On a choisi de couper ces 3 quartiers en 3 fiches différentes, voilà, parce que sinon ça allait être un peu condensé et peut-être moins lisible. Du coup, on aura 3 fiches différentes. On aura une sur les quartiers prioritaires de Bordeaux, une autre sur ceux des communes de rive droite et une autre sur les communes de rive gauche. Avec à chaque fois, bien sûr, le rappel de la comparaison avec Bordeaux Métropole, ainsi que les 2 quartiers prioritaires à cheval sur 2 communes sont rappelés à chaque fois dans les fiches correspondantes. Voilà, donc on n'aura pas 26 fiches, mais 28 fiches au total. Voilà, et donc elles seront disponibles en téléchargement fin mars. Sur le tableau de bord, toujours. Sur le tableau de bord, oui. Voilà. Donc, il ne faut pas perdre les identifiants. Très bien, ben, merci pour cette présentation, Samuel, donc de ce livrable des fiches repères contrat de ville. Y a-t-il des questions sur ce livrable-là qui est un peu différent, hein, puisque là, on est sur des analyses, hein, on est sur un niveau un peu plus... on va un peu plus en profondeur au-delà des simples données quantitatives. Pas de questions? Bon. Très bien. Je vais arrêter le partage d'écran. Bon, bah, écoutez, voilà ce qu'on voulait vous présenter aujourd'hui. Donc, je remercie beaucoup Samuel et Hervé Guéry pour leur travail, parce que autant vous dire que ils n'ont pas chômé, je crois, ces dernières semaines. La mission initiale était beaucoup plus détendue dans le temps. Donc là, le tableau de bord, le fait que le tableau de bord soit opérationnel dès la fin du mois de février, c'est quand même assez remarquable comme travail. Donc, merci beaucoup pour cette réactivité et cette capacité d'adaptation. L'idée, c'était que vraiment ces livrables-là arrivent à un moment du processus de l'évaluation où ils soient utiles, hein, et pertinents pour vous tous. Alors, je vais du coup peut-être s'il n'y a pas de questions. Alors attendez, il y a une question qui vient d'apparaître. Au-delà de la visio mise en ligne, les documents diffusés pourront-ils nous être adressés rapidement? Oui, tout à fait. De la visio mise en ligne. Vous voulez dire le replay? C'est ça? Oui. Effectivement. Alors, il y a déjà, donc sur le tableau de bord, il y a déjà un certain nombre de choses, notamment l'annuaire, je crois, corrige-moi si je dis des bêtises, Samuel, mais il me semble que l'annuaire des indicateurs, il est déjà en ligne. Il est déjà en ligne, exactement, oui. Voilà. Mais il vous faut du coup transférer le guide, du coup, par mail ou directement en téléchargement. Ce sera disponible demain, hein, cet onglet téléchargement, il apparaîtra demain sur le tableau de bord. Vous pourrez télécharger tous ces documents. Dès demain, formidable. Ouais. Très bien. Y compris le rapport sur l'analyse typologique, hein, je crois. Oui, exactement. Ouais, tous les éléments produits, du coup, seront en téléchargement. Ouais. Très bien. Alors, du coup, je disais tout à l'heure que le 29 mars, on vous propose donc ces petits ateliers autour d'exercices un peu pratiques pour apprendre à utiliser l'outil et puis apprendre à interpréter aussi, avoir des clés d'interprétation des données et savoir à quoi il faut faire attention une fois qu'on a réussi à rassembler et à croiser différents indicateurs. Donc ça, c'est le 29 mars. Je vous invite à vous inscrire
Alors, je crois que c'est le matin, 10h midi ou 10h midi et demi, quelque chose comme ça. Je vous invite à aller sur le site de PQNA dans la partie agenda où vous avez tous ces événements sur lesquels vous pouvez vous inscrire depuis l'agenda de PQNA. Je vais essayer de vous mettre les liens en parallèle, ce sera plus simple. Donc ça, c'est le 29 mars. Je voulais aussi vous parler du 17 mars, qui est une date importante puisqu'on vous propose une quasi-journée consacrée à la participation citoyenne dans l'exercice de l'évaluation. Le matin du 17 mars à 10h, une partie webinaire autour de questions plus de méthode sur comment on fait pour évaluer la participation citoyenne dans le cadre du contrat de ville et comment on fait aussi pour intégrer les habitants dans le processus évaluatif, notamment les conseils citoyens, puisque ça fait partie des éléments qui sont prescrits par l'instruction de l'État. Donc, une première partie plutôt en webinaire et puis une après-midi du 17 consacrée à 2h30 d'ateliers consacré à l'élaboration d'outils vraiment très opérationnels que vous pourrez utiliser et mobiliser dans cette évaluation de la participation citoyenne. Donc, comment on construit un questionnaire à destination des habitants, comment je monte un focus group avec des partenaires associatifs, comment j'anime ma séquence avec des habitants. Voilà, donc différents ateliers orientés sur des outils, de la production ou de la prise en main d'outils très utilisables directement, quoi. Donc ça, c'est le 17 mars. Je vous mets le lien dans le chat de l'événement sur le site de PQNA. Vous pouvez vous inscrire d'ores et déjà pour cette journée du 17 mars. J'essaye de récupérer aussi le lien pour que vous puissiez vous inscrire pour le 29 pour les ateliers sur le tableau de bord et sur le diagnostic territorial. Il est là, ça arrive. Hop. Voilà. Et il y a une dernière chose dont je voulais vous parler. On démarre pas plus tard qu'après-demain, jeudi, ce qu'on a décidé d'appeler les cafés de l'évaluation. Alors, les cafés de l'évaluation, ce sont des temps d'échange entre pairs assez informels qu'on vous propose 2 fois par mois, les jeudis, à l'heure du café, 13h, 14h. Pour ne pas empiéter sur les emplois du temps de chacun. Donc, une petite heure. Ceux qui veulent se connectent. C'est toujours le même lien de connexion. Je vais vous mettre aussi le lien dans le chat pour avoir les infos là-dessus. Il n'y a pas d'animation particulière. C'est vraiment un échange qui peut être à bâton rompu. Alors, bon, moi, j'arriverai évidemment avec quelques idées de points à explorer, mais on peut très bien utiliser ces temps-là simplement pour faire un point d'étape entre nous, entre vous, sur où vous en êtes, qu'est-ce que vous avez démarré, pas encore démarré, qu'est-ce qui vous a posé problème récemment, des difficultés rencontrées. Voilà, ça peut être des choses comme ça. On peut discuter aussi d'enjeux précis, de thématiques qui émergent au fil des travaux. On peut discuter d'une actualité qui vient de se produire. Voilà, donc ce sera à géométrie variable, mais l'important à retenir, c'est qu'on est sur des temps de partage d'expérience. On a monté ces cafés de l'évaluation parce que, un peu à votre demande, puisqu'on a eu des remontées du terrain de vous tous là, qui nous disaient que vous étiez assez en demande de temps comme ça d'échange. Donc, deux jeudis par mois, j'essaie désespérément de trouver le lien pour jeudi, puisqu'on démarre donc après-demain avec le premier. Ah voilà.
Je vous mets le lien dans le chat également. Vous avez le lien de connexion, c'est sur Zoom, hein, toujours pareil. Et ce sera toujours le même lien pour se connecter à ces cafés de l'évaluation. Ah, zut, ce n'était pas ce que je voulais faire. Voilà, là, je pense que tout le monde le voit. Voilà un petit peu ce qui va se dérouler de notre côté là, dans les semaines qui viennent. Alors, on a bien conscience que les séquences de travail sont rapprochées, que c'est assez dense. Ce n'est pas forcément facile de tout suivre. On essaie au maximum de vous mettre à disposition sur le site de PQNA dans la foulée des événements de restitution, soit les replays, soit les restitutions de ce qui a été produit dans les ateliers, par exemple. Voilà, donc on sait que le mois de mars va être très chargé. On espère en tout cas que ces différents temps vous sont utiles et n'hésitez pas à nous faire des retours d'ailleurs par rapport à ça qui nous permettrait d'ajuster hein, en cours de route ce qu'on vous propose. Voilà, il me reste à remercier chaleureusement encore une fois Samuel Fouquet et Hervé Guéry du Compas. Si personne n'a plus de questions, je propose qu'on s'arrête là pour cet après-midi. On est un petit peu en avance sur le timing, mais c'est bien aussi. Hervé, un petit mot de conclusion éventuellement ? Ou de conclusion, je ne sais pas, mais bon, en tout cas, simplement pour dire que on est heureux de pouvoir avancer avec vous sur la connaissance de ces informations, le partage des données, même si c'est vrai qu'on n'a pas forcément tout ce qu'on aimerait pouvoir trouver et tout ce qu'on aimerait pouvoir avoir dedans, mais en tout cas, de commencer à avancer, puis en espérant que, au fur et à mesure des mois, on arrive à élargir la base de données, à améliorer la qualité de ce qu'on peut faire, et puis surtout, nous, ce qu'on attend beaucoup, c'est la réalisation du diagnostic à la fin de l'été, quoi, pour que ça puisse, on puisse passer un peu du constat, l'analyse aux propositions, aux orientations, enfin voilà, tout ce qui est intéressant à faire. Pour le Merci futur. en tout cas pour la confiance. Voilà. Ouais. Merci Hervé. Écoutez, merci à tous et à toutes pour votre présence et je vous donne donc rendez-vous jeudi pour le premier café de l'évaluation et le 17 pour la prochaine séquence de travail. Voilà. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.